Moi, je pense que Sabalenka a dans sa raquette un grand chelem calendaire. J'ai pu passer 1h30 sur le court avec Gaël, mon fils, un de mes joueurs préférés all time. Donc, Ah, il flex. ouais, voilà. Sinon, le meilleur tournoi, c'est l'Open d'Australie. Pour moi, c'est un redoublement. On parle dernière question. Attention, à tout peut se jouer. Le meilleur joueur de la saison, c'est Yannick Sinner. C'est clairement pas au niveau soit d'un numéro 3 mondial, soit d'Alexander Zverev lui-même. Des grands titres, il va aller en chercher. Moi, chez Tom gagnera un grand chelem. Salut tout le monde, bienvenue dans Univers Tennis Show, votre nouvelle émission 100% tennis à retrouver sur la chaîne YouTube d'Univers Tennis. On est très heureux de vous proposer un tout nouveau format sur notre chaîne YouTube après les documentaires, les interviews, les vlogs à Wimbledon, au Rolex Paris Master et même à l'Académie de Tsonga. On vous propose pour finir l'année une émission et en plus cette émission ce sera un récap de l'année 2025 et pour ce faire je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de deux chroniqueurs qui connaissent très très bien le tennis. Je vais commencer à ma droite avec Marvin, fondateur d'Univers Tennis. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah ça va super. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse du projet ? Pourquoi Univers Tennis lance une émission ? Ouais, bien sûr. Tout d'abord, je suis super heureux de vous avoir tous les deux et de pouvoir présenter ce projet à tout le monde. On a lancé Univers Tennis il y a 3 ans et demi à peu près. Et ce qu'on voulait faire globalement, c'était centraliser de l'information de manière neutre. Et ça s'est fait avec succès. Donc après 3 ans et demi, je pense que c'est le moment parfait pour lancer ce petit format. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire entre l'expertise et aussi le côté détendu, fun. Voilà, on parle entre passionnés, vraiment. Donc La preuve là, le chroniqueur, c'est le Je Twitter. suis là pour ça. Comment ça va Patrick ? Bah, ça va et toi ? Bah ça va super. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité. Et j'ai hâte de faire cette petite émission avec vous, les gars. on a hâte, merci à toi. En plus Patrick, t'as beaucoup voyagé toi cette saison. Pas mal, pas mal. Tu vas pouvoir nous raconter un peu deux, 20, trois petites 25 anecdotes. tournois. C'était quoi ton préféré ? Mon préféré, franchement, en termes d'expérience, c'était Cincinnati, parce que j'ai pu passer 1h30 sur le court avec Gaël, mon fils, un de mes joueurs préférés all time. Donc, Ah, il flex. ouais, voilà. Ah, ça y est. Même pas Sinon, deux le minutes meilleur tournoi, c'est l'Open d'Australie. Open Il n'y a d'Australie. même pas de discussion possible. Tu vas retourner l'année prochaine ? Les billets sont pris. Ouh, il nous chauffe. Bon les amis, on va débuter tranquillement avec le sommaire. Donc on va commencer cette émission avec un petit apéro, un petit apéritif pour se mettre bien dedans, avec les tops et flops de la saison 2025 ATP et WTA. On va continuer avec les meilleurs matchs de la saison, puis on va passer au gros morceau de l'émission. On va parler donc de la rivalité de l'année sur le circuit ATP, Alcaraz contre Sinner, un peu le duel au sommet cette année qui a continué après 2024. Là, cette année, ça s'est encore plus affirmé. On a eu des finales de Grand Chelem entre les deux. Donc voilà, et surtout, on va continuer avec la suite du circuit. Évidemment, si cette rivalité est très très forte, le reste en périsse un peu. Donc derrière, ça traîne. On va voir ça ensemble. Quel joueur peut suivre le rythme infernal des deux monstres qui dominent le circuit. On verra ensuite, on va s'intéresser à la WTA, on verra donc Sabalenka est-elle la reine incontestable du circuit féminin parce qu'elle a remporté un grand chelem, mais elle a peut-être aussi perdu d'autres finales, on en parlera tout à l'heure. On va faire un conseil de classe des Français avec mes deux chroniqueurs, on va voir un peu parce que les Français ont brillé, d'autres un peu moins, et on va en débattre ensemble tout à l'heure. On finira avec les awards, nos prédictions pour les awards de fin de saison, et puis un petit quiz de fin d'année avec un peu un récap de la saison, des petites questions pour savoir si nos deux chroniqueurs ont bien suivi la saison ATP et WTA. Quiz que je vais gagner. Vous êtes prêts ? Sans doute. C'est parti. Je vais lui demander de me dire d'abord vos tops. On va faire ça comme ça. Je pense Marvin, tu vas me dire tes 3 tops. Ensuite, on fera ceux de Patrick et on en débattra rapidement. Alors on va dire que j'ai Anisimova pour sa saison, comme tout le monde. Bublik, Alexander Bublik et Félix Auger-Aliassime. Est-ce que rapidement tu peux nous expliquer pourquoi ces 3-là ? Et puis on en débattra après avec Patrick. Pour ce qui est d'Anisimova, progression exceptionnelle. Je pense que peu de gens voyaient une telle progression. On sait depuis longtemps à quel point elle est talentueuse et qu'elle allait finir par rentrer dans le top 10. Et là, elle a fait mieux. 2 finales de Grand Chelem, top 5. Donc voilà, c'est pareil pour Bublik. C'est quelqu'un qu'on n'attendait pas aussi haut. Il a fini remplaçant au Masters. Donc
Il a gagné 4 titres, je crois. 4 titres, effectivement. 4 titres quand même, hein. On va Bah, dire c'est c'est les 250. mais c'est bon. le troisième qui a gagné le plus de titres derrière Sinner Ouais, et Alcaraz. Alcaraz 8, Sinner 6 et Bublik 4. Bon, on s'attendait surtout pas à ce niveau de constance de sa part. Un Big, c'est un joueur qui est un peu C'est fantasque. Tu me mets un peu dans la case des Benoît Paire, Kyrgios. Kyrgios et tout, ouais. On se dit, bon, c'est des joueurs qui, sur 1 ou 2 tournois, peuvent avoir des coups d'éclat. Mais là, il a vraiment fait une bonne saison. Puis c'est vraiment rapproché du top 10. Ouais. Un petit avis sur ce top 3 Bah, écoute, moi j'avais mis plusieurs joueurs Alors, au cas où Marvin avait les mêmes que moi. Est-ce que tu veux dire ton top 3 Ou Ouais, je alors- peux y vas-y. aller. Moi j'avais mis aussi Félix et Anisimova, donc je vais pouvoir parler d'autres joueurs. Du coup, moi j'ai envie de parler de Leonard Tien. Ok. Je trouve qu'il fait une belle entrée dans le top 30, là, il est 28ème. Et qui a fait pas mal de bons matchs. Il a gagné Il son a- premier titre aussi. hein, C'est mais- ça. 5 victoires pour 3 défaites contre des membres du top 10. Mm. Donc, ça a noté. Ensuite, Vicky Mboko, 19 ans, elle est passée de la 333e place à la 18e place mondiale. Je sais pas si j'ai besoin d'en dire plus. Il a gagné un 1000, ouais. WTA 1000 quand même. Elle a Donc ça gagné un reste- 1000 à Montréal à la maison. Mm. Donc incroyable. Et allez, j'avais Evalis ou Naomi Osaka. J'ai cité les deux. Mais allez, on va aller sur Naomi Osaka qui est de retour en forme. Et à mon avis, 2026, faut rester branché. Ok, j'aime bien. On passe au flop. Let's go. Marvin, 3 flops. En flop numéro 1, Stefanos Tsitsipas. Est-ce que, On en a marre des tweets là, Stéphane, faut arrêter à un moment est-ce donné. que, Je t'en supplie. est-ce qu'on doit vraiment, même si, voilà, faut lui accorder aussi sa blessure au dos, même si elle disparaît quand vient le Six King Slam. Bizarre. Bizarre. Bon, il y a de l'argent à la clé. Combien 1,6 million qui prend 1,5 je crois ou 1 million. Ouais, un 5, je crois. Ouais, enfin. Pour le reste, j'ai noté Dona Vekic. On n'en parle pas beaucoup, C'est Dona vrai. Vekic, hein, mais genre de passer de médaille d'argent, demi-finale de Wimbledon à 70e mondial quand même. Et voilà, je vais en rajouter 2 comme lui, je triche. Allez, Rublev et Kasatkina. Ok. Patrick, tes 3 flops. J'ai 2 flops en un. La Grèce, en général. Tsitsipas, comme tu l'as dit, je te rejoins totalement. C'est pas possible. Ce niveau de jeu cataclysmique. Bah, On peut se permettre il de me le semble dire. qu'il est sorti du top 30 là, si Il je est me trompe. 34, je crois. Attends, on va vérifier. Ouais, 34. 34. Et pourtant, il gagne un titre à Dubaï, hein, début de Ouais. saison. Hein. Oui, c'est il gagne vrai. le 500 Ouais, contre c'est ce que j'ai Félix. dit. C'est ce Contre que Félix. j'avais noté. Mm. Tu te dis, bon, ok, là, il va revenir. Il fait un bon tournoi avec sa raquette maquillée, là, sa babola maquillée. On s'est dit, ça y est, il va Tu dis, ça y changer est, c'est de... parti. Ouais, il va changer, il va partir chez Babola, c'est bon, il va gagner un titre du Grand Chelem, limite. Le gars derrière, descend aux enfers. Donc, on va parler aussi de sa compatriote, Maria Sakkari, qui est sortie du top 50. Ce qui est une première depuis super longtemps. Mais en vrai, j'ai regardé ses résultats, et ses résultats, à part 2022, je crois, ou 21, où elle fait 2 demi en Grand Chelem. C'est 21, je crois. C'est 2021, 2 demi en Grand Chelem. Depuis, elle passe pas le 3e tour, nulle part. Enfin, elle fait des 8e par-ci par-là, mais. Là, Ouais, cette sinon, année, franchement, voilà. c'est catastrophique. cette année, on fait premier Cata. tour en Australie, premier tour à Roland, deuxième tour à Wimbledon et troisième tour 3e à à l'US, US Open. ouais. C'est Bon, maintenant, cata. Pour moi, ça change pas de ce qu'elle faisait les années d'avant. Mais après, En fait, elle ça était change pas. constante sur les autres tournois. Tu vois. Exactement. Mais là, Ouais, sur ça- les autres tournois, elle fait la même chose. Ça fait depuis Donc, 2022 qu'elle n'a pas disputé un huitième de finale en Grand Chelem. C'est pas possible pour une joueuse qu'on attendait quand même. Elle était, je crois, un match d'être numéro 1 mondial en 2022. Dingue. Liga en finale d'Indian Wells. Dingue. D'être numéro. Ouais, être numéro 1. Et j'ai un autre flop. C'est plus un flop institution. Donc, J'aime bien, ça Ouais. change. Vas-y. on va critiquer un peu les hautes instances du Il va, tennis. il va se faire des ennemis, attention. On va avoir des appels de Attention. Godendi là. Non, en vrai, moi j'ai un gros problème. Bon, comme tu as dit, j'ai beaucoup bougé sur les tournois et il y a quelque chose qui m'a perturbé, c'est vraiment que les spectateurs soient autorisés à se balader dans l'enceinte des tribunes librement, au milieu des points, au milieu des jeux. Alors qu'avant, de base, tu pouvais pas rentrer dans l'enceinte du cours si c'était pas pendant le changement de côté. T'as Mais vu là, ça où, maintenant- par exemple Ah, mais partout. Ah Partout, mais là, ils ont communiqué là-dessus. C'est autorisé maintenant Ah, d'accord. sur les côtés et derrière les joueurs, mais en hauteur. D'accord. Mais ok. sur les côtés, même quand tu es au deuxième rang sur le côté, tu as le droit de rentrer, d'aller à ta place pendant que ça joue. Et on m'a carrément disputé à l'Open d'Australie parce que je ne voulais pas aller m'asseoir à ma place au milieu d'un point. Et ils m'ont dit non, tu te dépêches. Et ça, vraiment, c'est plus possible parce que quand tu es assis en haut, tu as des gens qui passent devant toi tout le temps, pendant Ouais, tout ouais. le match. Tu peux même pas bien
de regarder ton match. Enfin, Ouais. c'est pénible. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule. Coup de gueule. Mon petit coup de gueule de la saison. Ouais, je peux comprendre. Non, mais c'est vrai. Tu partages un peu le point de vue. J'ai fait beaucoup moins de temps avec lui. Mais je peux comprendre que pour le spectateur, ça peut être chiant de voir un peu bouger. Après, c'était chiant aussi d'attendre 40 ans avant de rentrer sur le cours. Comme il y a les deux, quoi. Bon, pareil que pour tout à Faut l'heure. pas noter- sortir, mec. Bon, la prochaine fois que tu me coupes, c'est- Excuse-moi. Plus jamais dans l'émission. Excusez-moi, chef. Non, je disais, n'hésitez pas à nous donner votre top flop dans les commentaires. On l'écoutera avec grand plaisir et on n'hésitera pas à liker les plus intéressants. On va continuer avec les meilleurs matchs de la saison. Parce que là, cette année, on a été garni quand même en gros match. Donc pareil que tout à l'heure, je vais vous demander cette fois-ci 3 matchs et vous allez les dire en même temps. Enfin, à peu près en même temps. Vous allez faire Comment ça en même temps? Alors, chacun votre tour, vous allez dire le troisième, puis le 2, puis le premier. ATP, donc, quel est votre troisième meilleur match de la saison pour vous? Je vais commencer avec Patrick, tiens. Je vais dire Medvedev Tien à l'Open d'Australie, début de saison. Et puis j'y étais, c'était trop bien. Ah, tu y étais? Oui, j'y étais. Wow, incroyable. Je suis reparti du stade à 2h du matin, 3h du matin, un truc comme ça. Ça dure super longtemps. C'était excellent. Mais je crois que en France, la journée commence à 1h. Il me semble que le Medvedev a fini vers 17-18h. Ah oui, non, mais Ouais, c'est tombé, il est 3h du matin. N'importe quoi. J'étais comme ça devant le match. Allez, avec toi, c'est trop bien. Je me rappelle, j'étais à la BU à la fac, et genre, je l'avais mis le match à côté de moi pendant que je révisais. Vraiment, ça m'a passé toute l'après-midi. T'as pas beaucoup réussi. Non, Non, le match était passionnant. Des échanges de foot, comme dans les 3 Medvedev Tien qu'il y a eu cette saison. Ouais, c'est vrai. Puis c'est la première vraie c'est l'éclosion. C'est la vraie éclosion de Tienne après le Exactement. Next Gen il fait finale contre Fonseca. Ouais. C'est la première fois qu'on le voit vraiment sur le circuit. Là, nous prend un match contre le finaliste de l'année passée. Ouais, c'est je clair. suis monté sur le train ce jour-là, perso. Ouais, Ah, c'est ouf. pareil. Moi, Marvin, en 3, troisième. j'ai mis Fils Mouniard. Fils Mouniard Ok. à Roland Garros. Et on sait qu'il a eu des conséquences terribles. Ouais, c'est terrible. Clair. Mais en soi, le match était incroyable. Tu vois, les 2 premiers sets, c'est tie-break, je crois. Mm. Après, évidemment, il décline parce que Fils est blessé. Et je m'attendais absolument pas au rebond du dernier. Donc, pas forcément que dans le niveau de jeu, mais pour la dramaturgie, pour l'ambiance dans le public, Ouais. pour ce que ça implique, etc. Fils n'y reviendra pas, hein, en tout cas en bonne santé de la saison. Donc c'était incroyable, je l'ai mis 3e. Ok. Deuxième Patrick. Qui est Mon fils Fritz, Open d'Australie aussi. J'y étais aussi si je peux flex. Alors, relou, on fait tous les matchs où il était là. Gros, j'étais partout. Mais tout l'Open d'Australie. Non, mon Et fils le Fritz, début de saison de mon fils surtout. Hein. Ouais, Parce qu'il gagne le titre à Auckland. Ouais, Et après, contre il fait- Zubergs. Et après, il fait ce gros parcours. Même le début de Shelton, mon fils. Ouais. Il y avait un Évidemment. niveau de jeu. Dommage Il qu'il bat Fritz, qu'il ait quand pas même. pu finir. Mais ouais, franchement, ce match était incroyable. L'ambiance. Les Mais émotions. l'ambiance, les gars. C'était sur le Margaret Court, je crois, qui est pour moi le meilleur court à l'Open d'Australie. Je sais pas, moi, je les ai jamais C'était testés, donc. c'était incroyable. Vraiment, l'ambiance était folle. C'était un chaudron. 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 À la Suzanne anglaise. Ok. Marvin, ton deuxième. Deuxième match, j'ai mis Medvedev Tien. Je ne vais pas rajouter grand chose. Ouais. C'était un match exceptionnel et on en a déjà parlé. Donc moi, je l'ai mis numéro 2, plus que 3. Je vais passer au premier match. Ah mince, qu'est-ce qu'on a pu mettre Premier match. Alors, J'ai un Koboli, bon, bien sûr, j'imagine que vous avez tous les deux le même. je pense. Vous pouvez le dire en même temps 3, 2, 1. Sinner Sinner Alcaraz. Mais évidemment, Roland Garros 2025. il n'y a même pas de débat. Au-delà d'être le meilleur match de la saison, c'est une des plus grandes finales de tous les temps. Ouais. Je pense que, à part si vous avez un autre avis, hein, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Bah, Non, c'est t'avais clair. posé la question sur Twitter il y a quelques mois juste après l'US Open. Tout le monde met en premier ce Sinner Alcaraz absolument exceptionnel. Patrick. C'était incroyable le niveau de jeu qu'il y avait entre les deux. Tu dis, il n'y a pas eu un moment où vraiment, il y en a un qui a vraiment baissé et qui était horrible. C'était vraiment 5 heures de. Même si le début, Sinner domine quand même pas mal. Ouais, Sinner T'as un- domine, mais tu vois qu'Alcaraz, il est là quand même, il s'accroche. Ouais, t'as un niveau Il y a de quand même jeu, des échanges qui sont incroyables. Oui, aussi. T'allais le dire. le super tie-break. Super tie-break. Mais c'était même plus du tennis. Ah, c'était un Moi, jeu. je comprenais pas, j'avais ma raquette. Moi, ça fait pas ça Oh, quand c'est je fais des coups droits. Comment Il en peut plus, quoi. Comment après 5 heures en plus t'arrives C'est encore à ça. jouer comme ça, mais C'était en fait tennis c'est champagne. juste fou. Il commence le super tie-break, il met 7-0. Non, mais c'était- 7-0 d'entrée et après il gagne 10-2. Mais enfin. mais c'était monstrueux. Et puis rien qu'avoir une finale de Roland Garros au super tie-break, Ouais. les gars tu pouvais pas les séparer. Et puis il y a pas que le niveau aussi dans un grand match, il y a aussi la dramaturgie.
le scénario. Donc là, tu as des retournements de situation, des balles de match, tu as des tie-breaks, tu as le suspense et tu as aussi le niveau de jeu. Donc en fait, je pense que ce match avait absolument tout. Et puis, c'est le match le plus long de l'histoire de Roland Garros. 5h29 de jeu. Je sais plus quel match il bat au niveau du temps, mais je crois que c'était en 4 heures et quelques. La finale la plus longue. La finale la plus longue, pardon, ouais, peut-être. Finale la plus longue, 5h29. L'autre finale, je crois que c'était 4 heures, si je me trompe pas. Vous nous direz dans les commentaires, parce que j'ai pas bien fait mon travail. Mais voilà, non. Eh ben, on est d'accord sur ça. On est d'accord. On va passer. D'accord sur ça. On va passer à votre top 3 WTA. Ouais. Patrick, troisième. Troisième. Mon troisième, ça va être Townsend Krejcikova à l'US Open. En vrai, tous les matchs de Townsend, c'était le feu à l'US Open. Enfin, l'ambiance qu'il y avait à chaque fois, moi, c'est les Américains, quoi. Et Townsend, elle fait le show, célébration sur célébration, moi ça me régale. Donc, puis le scénario. Elle prend le premier, elle a je ne sais combien de balles de match dans le deuxième, je les ai pas en tête, mais ça fait 15-13 au tie-break. Et elle perd derrière, parce que Krejcikova, en vrai, elle a resserré un peu le jeu. Et tu vois une joueuse qui a déjà gagné un grand chelem, en vrai. T'as vu la différence carrément sur ce match-là. Mais franchement, moi, j'ai kiffé. Ah ouais, je me rappelle plus combien de balles de match, hein. Ouais, 5, 6 ou. Je l'ai plus en tête. 7. Je vais pas faire semblant. Je l'ai plus en tête. Moi, numéro 3, j'ai mis Boisson Pegula. Aussi. Et là où je disais, par exemple, que le niveau de jeu ne faisait pas tout. C'est pas le match qui a eu le meilleur niveau de jeu. Mais voilà, t'as une révélation française qui fait vibrer tout un stade. Je crois que Pegula est 3e mondial à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Donc ça va en 3-7, il y a du suspense. Il me semble aussi qu'elle est menée d'un break au 3e. Même en termes de niveau en soi, c'était super cool. Costaud. Tous les décalages coup droit, etc. Elle a vraiment roué de coups. Et ouais, voilà. C'est le vrai premier gros match voilà, c'est que tout le monde a suivi, parce que Mertens, peut-être que c'était passé à côté, mais vraiment Pegula, c'était le gros morceau, top 3, donc première top 10 en plus. Tout le monde était concentré sur ce match-là. Ouais, voilà. Même si Pegula est évidemment moins forte sur terre battue. D'ailleurs, Pegula, je pense que c'est la joueuse qui a fait le plus de gros matchs de la saison. Alors vraiment, tu deux têtes, tu te sors Kalinskaya à Miami, Ealar à Ducanu, Sabalenka, tu vois, t'as une dizaine de matchs de Pegula en 3-7 où c'est super serré. Donc numéro 3, Poisson Pegula pour moi. Patrick, ton numéro 2. Mon numéro 2, ça va être Noskova Pegula. Et voilà, je l'avais même pas sorti. 8-6 au tie-break du 3e à Pékin. Pareil, le niveau de jeu était monstrueux. Noskova, sur ce match-là, je sais pas ce qui lui arrive, mais à la fin du match, elle était injouable. On t'en parlait tout à l'heure du match raté par Pegula pour mener 4-1. Ah ouais, ça rajoute à la dramaturgie. Parfois, il faut un peu de faute. Il faut un peu de drama, c'est clair. C'est clair. Marvin, sur mon 2. Ton 2. Mon 2 match, pour moi, incroyable, c'était le Keys contre Giantek à l'Open d'Australie, la demi-finale. Pareil, on a dramaturgie de dingue, une balle de match sauvée à 6-5. Keys sauve une balle de match à 6-5. À quoi se joue un titre, hein. Elle gagne le titre derrière, elle sauve une balle de match à 6-5 au 3e. Et derrière, super tie-break. Pareil, pour faire pas sa première finale en Grand Chelem, mais pour faire sa première finale à l'Open d'Australie. Donc le match était dingue, début d'année en plus. Donc voilà, 2 Keys Giantek. Je pensais à l'ace qu'elle lui met après qu'elle ait fait des coups de droit et des revers dans le vent là. Quand elle joue dans le vent, elle prend un ace derrière. Ouais. C'est tellement le même de la saison. On va passer au numéro 1. Numéro 1. Est-ce qu'on a le même? C'est impossible. C'est impossible? Non. Vous voulez tester hein. Non mais il nous fait le puriste, lui, il a forcément mis un match chelou. Non, je parle. Vas-y, tu donnes. Je parle de là. La finale de Roland Garros. Ah non mais ça va pas au Coco Gauff, Sabalenka, les gars. Ouais d'accord. 70 fautes de Sabalenka, on rappelle. 70 fautes directes. Les gars, 70 fautes provoquées. Ah non, il y a une stat faute provoquée et une stat faute directe. C'était 70 fautes directes. C'est parce que Coco Gauff remet toujours la balle de plus. Alors faut savoir que Patrick est un très grand fan de Coco Gauff. Non, même pas. Donc, voilà, c'est le match qui m'a fait le plus vibrer en vrai de vrai. Bah c'est ton top 3 en vrai. C'est le principe du supporter. Hein, exactement. Voilà. Ok. Je ne suis qu'un faible supporter. Est-ce que t'es d'accord? J'ai pas l'impression que t'es d'accord. Absolument pas. Mais quand on met le fanatisme de côté et qu'on essaye de. Et donc tu vas nous donner un match d'Iga-Giantek, c'est ça? Non. Moi je l'ai mis 2e et en plus elle a perdu. Ouais, mais le numéro 1 pour moi, c'est en fin de saison. Alors peut-être que je suis biaisé.
mais c'est le Sabalenka Anisimova du Masters, la demi-finale du Masters, où vraiment, en fait, je m'y attendais pas. Moi, j'ai l'impression que quand il y a deux grosses frappeuses, en fait, ça annule un petit peu leur jeu, et généralement, tu as une bataille aussi de fautes qui est un peu logique. Et là, les deux ont vraiment bien joué en même temps. Donc, ouais, j'ai trouvé ça super. Puis, il y avait ce côté aussi, Sabalenka avait pris... Anisimova avait pris le match à Wimbledon. Anisimova avait pris le match à l'US Open. Non, Sabalenka avait pris le match à l'US Open. Et là, c'était la belle. Donc, c'était vraiment un super match. Et puis, on a pu voir aussi tous les progrès que Sabalenka a fait dans le jeu. Parce que même si elle gagne... Non, on va en parler plus tard. Ouais. Mais on garde ça pour plus tard. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Allez, ça marche. On va enchaîner avec du coup le gros morceau de l'émission. Sans doute, on en a un peu parlé tout à l'heure dans les meilleurs matchs. Mais Alcaraz-Sinner, ça a été vraiment la rivalité de l'année. Tous les grands chelems ont été pris par eux cette année. Donc Yannick Sinner prend l'Australie, Carlos prend Roland-Garros, Yannick Sinner prend Wimbledon. Et puis ensuite, Carlos Alcaraz lui répond en reprenant l'US Open. Ça a été un peu une bataille de réponses un peu cette année. Du coup, ma première question pour vous, c'est est-ce que c'était inévitable qu'on ait autant de finales de Grand Chelem et surtout qu'on ait autant de finales entre eux, et surtout voilà, ce que je voulais dire, c'est les premières finales de Grand Chelem entre les deux. Ouais, c'était inévitable. Surtout, c'était un peu une anomalie qu'il n'y en avait pas encore eu. Du coup, c'est ça, avant cette année. Et là, du coup, on en a 3 de suite. 3 de suite. Donc, en soi, vu que c'est les deux meilleurs joueurs, c'était inévitable. Après, ils ont montré à quel point ils étaient supérieurs aux autres. Donc, c'était peut-être aussi... en fait, c'est logique. On n'a pas l'habitude de voir autant de finales entre les meilleurs joueurs. Mais au final, la saison a montré que c'était logique et qu'il n'y avait pas forcément de personnes pour venir s'incruster entre les deux. Bon, cette année, il y a eu 6 finales entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Première finale à Rome, ensuite à Roland-Garros, Wimbledon, Cincinnati, US Open et au Masters. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette stat moi, déjà, c'est les progrès d'Alcaraz qui sont quand même énormes sur cette saison. Parce qu'Alcaraz, de base, c'est un joueur qu'on dépeint comme un gars un peu inconstant. Donc, c'était les gars qui pouvaient perdre contre n'importe qui. Bon, il perd plus facilement contre n'importe qui que Sinner, mais cette saison, il a montré que il pouvait atteindre autant de finales dans une saison. C'est sa meilleure saison, en vrai. Si on regarde en pourcentage de victoires, etc., c'est clairement sa meilleure saison. Il fait 71 victoires, 9 défaites, si on compte la Laver Cup. Donc c'est sa première fois qu'il dépasse les 70 victoires. Voilà. Il finit à plus de 12 000 points ATP, alors qu'il a commencé la saison avec 7 000. Donc il commence 3ème, il finit 1er. On peut dire qu'il a été constant en plus toute l'année. Il y avait souvent ce manque de constance en fin de saison. Là, il a remis les points sur les i, notamment à l'US Open, où il a dominé comme jamais son tournoi. Je pense que c'est le tournoi où en fait il a été le plus constant du début à la fin. Il n'a jamais eu trop d'air vraiment dans ce tournoi. On le voyait clairement pour Yannick Sinner, celui-là, au début du tournoi. Et non, il a été monstrueux, surtout au service, ses progrès au service. Toi, c'est quoi le point où il a le plus progressé, tu penses, en 2025, c'est le service ? C'est son service, clairement. Parce qu'en fait, il pouvait perdre contre n'importe qui parce qu'il n'avait pas cette arme qui lui permettait d'assurer vraiment ses jeux de service à chaque fois. Là, mais cette saison, j'ai pas la stat de break qu'il a concédé, mais je pense qu'il n'a pas dû en concéder tant que ça. Franchement, il a eu un progrès au service, mais juste en changeant un simple détail dans sa technique. Tu dis que même à ce niveau-là, ils peuvent encore changer des petits trucs dans leur technique et devenir encore plus forts. Après, c'est vrai qu'il a progressé en service. Je suis totalement d'accord avec toi. Je crois qu'il a modifié son revers en début de saison. Je sais pas si tu t'en souviens. Il me semble qu'il a raccourci un peu son geste. En fait, comme c'était à l'Open d'Australie, pour moi, c'était il y a 2 ans, tu vois. Ça date de dingue. Il avait déjà modifié. Ça n'avait pas marché. En tout cas, il n'avait pas eu le résultat directement, mais c'est normal. Mais moi, j'ai remarqué, en tout cas, notamment, comme je dis, je suis biaisé parce que c'est le dernier tournoi. Au Masters, j'ai trouvé super agressif en revers, tu vois. Il n'hésitait pas à partir en revers long de ligne, etc. Et ça partait super bien. Donc, à voir pour 2026. J'ai l'impression que, là où, notamment, il se faisait tabasser par Djokovic sur son côté revers, j'ai l'impression que
soit voilà, qu'il essaye de faire en sorte que ça n'arrive plus, quoi. Il est capable Mais de mettre ça, des je veux voir grosses sur frappes les- en revers. Ça, je veux voir sur les prochains tournois parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu sur la tournée indoor. Parce qu'en indoor, t'es obligé d'être plus agressif. Ouais, aussi. Si tu restes loin, tu vas te faire manger. Après, J'ai envie de voir s'il aura un revers aussi agressif et aussi constant sur des surfaces un peu plus lentes comme l'Open d'Australie Ouais. ou après sur terre battue. totalement. Mais après, il était pas très bon en indoor les années d'avant. Mm. Là, il fait une finale au Masters, il gagne un titre Il à gagne Rotterdam. Ouais. Donc, rien que de voir déjà le progrès en indoor, ça montre. Et à ce Rotterdam, qu'il- il ce qu'il était a aléatoire par contre, hein, comparé à ce qu'il a fait travaillé. Ouais, évidemment. et ce qu'il a fait là. Mais justement, c'est ce qui a fait sa saison aussi. C'est que avant, il y avait des matchs où il n'était pas très bon et où il arrivait à les perdre. Et cette année, il a été beaucoup plus capable de gagner des matchs. Le match contre Hurkacz, par exemple, à Rotterdam, m'a un peu marqué. C'était un peu. On savait pas trop dans quel sens il Ouais, c'est allait. Mais C'est clair. Ouais, et je pense aussi à Monte Carlo. Pour moi, Monte Carlo, il joue pas très bien. Fils est pas loin de le battre, notamment. Fils passe un. Il Ouais. doit le prendre. Puis Fils peut peut-être le Il battre. mène je l'ai encore 6-5, là. il mène 6-5 dans le troisième. Je crois qu'il y a 5-5, Ou 3 dans balles le de break. deuxième 3 balles de break à 5-5 dans le deuxième. Mm. Mais pour moi, ce tournoi-là, Alcaraz ne joue pas vraiment bien. Non, Et c'est c'est un des premiers tournois où je trouve qu'il joue pas bien et il le gagne quand même. Et donc ça montre que le changement de dimension. Je crois que l'année dernière, il fait 54-13 sur la saison et cette année, il fait 71-9. Ouais. Donc, il n'y a rien à dire, les chiffres parlent. On va passer à Yannick Sinner. 3 mois de suspension pour Yannick Sinner après l'Open d'Australie. Malgré ça, malgré ces 3 mois de suspension, Yannick Sinner termine deuxième avec 11 500 points. Donc on rappelle qu'il a raté Rotterdam, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. Qu'est-ce qu'on en pense de cette saison? Il finit deuxième à 11 500 points en ayant raté 3 mois de compétition. Les gars, le meilleur joueur de la saison, c'est Yannick Sinner. Ok, on va dire les termes. Dis pas on, mets-toi tout Je vais dire les termes. Carlos Alcaraz a fait une saison incroyable, sa meilleure saison. Mais le meilleur joueur de la saison, c'est Yannick Sinner. Pour moi, il est plus impressionnant qu'Alcaraz. Il est plus constant, il est plus régulier, il éclate vraiment tout le monde. En indoor, personne ne peut le toucher. Non, c'est le meilleur joueur de la saison. Pour moi. C'est quoi son bilan Alors le bilan de Yannick Sinner en 2025, c'est 58-6. Donc il est en pourcentage, il est un peu plus qu'Alcaraz. Mais bon, T'as dit quoi? Les chiffres parlent? il y a Les quand, chiffres parlent. non, mais il y a quand même moins de matchs. tu- Donc, Les chiffres parlent, mais tu prends les chiffres que tu veux, tu vois. Moi, je vois C'est ça. celui qui a plus de points, c'est le numéro 1 et c'est lui qui a fait la meilleure saison. Après, le reste, ça reste du si. Ça reste du si. C'est ça, t'as S'il 3 avait- mois, tu sais pas, à tout moment, il aurait Voilà. été horrible. Si je peux rappeler les défaites de Sinner en 2025, donc il en a 6. C'est Alcaraz à Rome, Alcaraz à Roland Garros, Bublik en demi à Halle, Alcaraz à Cincinnati, Alcaraz à l'US Open et Griekspoor sur abandon à Shanghai. Donc il y a vraiment une espèce de kryptonite pour Sinner, c'est toujours ce Alcaraz. Bon, il a réussi à le battre à Wimbledon et au Masters, mais il y a quand même toujours ce truc de quand il affronte Alcaraz, il y a quand même plus de chances qu'Alcaraz gagne. Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, à Rome, il revient de 3 mois où il a pas joué. Hein, tu vois qu'il est clairement au-dessus des autres, mais tu peux pas être au-dessus d'Alcaraz si tu joues pas pendant 3 mois. 6-0, 6-1 à Casper Ruud qui vient de gagner Oui, bah, attends, Madrid. c'est vrai. C'était Donc violent. on parle d'un mec qui vient de gagner Madrid, il lui met 6-0, 6-1 alors qu'il vient de revenir. Mais C'est- tu peux pas ne pas jouer pendant 3 mois et venir te dire que tu vas battre Alcaraz. Encore qu'il a fait un très bon premier set. Hein. Et à termine au Cincinnati, 5-0, abandon. Oui. Bon. J'avais payé ma place, je suis arrivé à 4-0, j'ai vu un jeu, je l'ai encore là aussi. Mais ces deux matchs-là, moi perso, je ne les compte pas. on a compris que c'était le syndicat Yannick Sinner, mais juste. Non, mais c'est vrai. Non. C'est vrai que le côté Cincinnati, c'est vrai que bon, il abandonne à 5-0. Donc, Après, on peut pas. Voilà. Moi, je suis totalement d'accord en fait avec tous les arguments, mais juste on peut pas non plus lâcher des 6 sur sa saison. Non, c'est vrai. Parce qu'il est suspendu 3 mois, d'accord. Après, il est suspendu 3 mois, il aurait pu être suspendu 1 an ou 2 aussi. C'est pour ça qu'il C'est a passé clair. un accord avec. C'était avec quoi? Avec Lama, enfin, je me rappelle plus. Si, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça qu'il a passé cet accord, parce que de base, il craignait une plus longue suspension, donc il aurait pu ne pas jouer de la saison. En même temps, il aurait pu jouer ces 3 mois et du coup avoir un contre-coup et être plus fatigué en fin de saison. Donc malheureusement, tu vois, on peut pas dire, on peut pas trop être sur les si, etc. Donc moi, le meilleur joueur de la saison, c'est Ouais. Alcaraz parce que Non, mais ça, c'est réel. c'est lui qui est devant sur les chiffres, quoi. C'est ça. Mais Mais en termes de niveau, moi, je parlais du niveau de jeu. Après, sinon, l'homme de la saison, clairement, c'est Alcaraz. On va pas se mentir. Parce que, sans doute parce qu'il y a eu ces 3 mois, mais c'est l'homme de la saison. il y a aussi cette histoire en Grand Chelem où à chaque fois,
l'un s'adapte à l'autre en fonction du résultat. Alcaraz a battu Sinner à Roland-Garros. Sinner est venu battre Alcaraz à Wimbledon en finale, alors que Carlos Alcaraz était le double tenant du titre, qui avait gagné en 2023 et 2024. Puis Alcaraz, qui n'avait plus, il le disait à un moment donné pendant le match, il dit « je ne peux rien faire, je ne peux rien faire contre Sinner ». Il est venu le battre sur la surface où on disait qu'il était vraiment imbattable, donc le dur, mais vraiment avec la manière. Et aussi cette histoire en Grand Chelem, en fait les joueurs s'adaptent à chaque fois, et puis on a vu aussi Sinner totalement battre Alcaraz au Masters. Est-ce que ces joueurs-là s'adaptent à chaque fois après chaque match, ils visionnent tout, ils s'adaptent, ils essayent de trouver des clés, Patrick, pour essayer de battre l'autre au prochain match? Eux-mêmes, je suis pas sûr qu'ils visionnent tout, mais c'est là où tu as tout l'intérêt d'avoir un bon staff derrière. Ils ont des staffs, mais tu dis, quand tu regardes les box, tu vois qu'il y a 10 mecs dedans, mais chaque mec a vraiment une tâche précise. Et le staff, c'est super important au tennis d'aujourd'hui. Et tu le vois sur ce genre de stats, sur ce que tu dis. Il faut s'adapter à chaque fois en permanence à l'adversaire. Et surtout quand tu as deux mecs au niveau comme ça. Ouais, et de toute façon, c'est Sinner qui l'a dit lui-même. On va pas parler en son nom, mais c'était après quoi? Après l'US Open, où il dit qu'il va falloir que je change des trucs dans mon jeu, il va falloir que j'ajoute plus de variations, etc. Et il a appliqué ce qu'il a dit. Il a changé directement au service. C'était en Chine, je crois, où il perd à chaque fois un set contre Atman, contre De Minaur, et où tu le vois qui essaye de faire des amortis, des services volés, etc. Donc ouais, non, c'est deux joueurs qui se poussent vers le haut, comme à l'époque de Djokovic, Nadal et Federer, et ça peut être que positif. Après, il faudra qu'en bas, ils essayent de suivre, mais eux deux, ils se poussent vers l'infini, quoi. Justement, tu me fais une très très bonne transition. C'est fait exprès. Pour parler du reste du circuit, parce que là, on a parlé d'Alcaraz Sinner qui domine tout, mais derrière, ça traîne. Ça traîne beaucoup. 6000 points entre Sinner et Zverev. Un peu plus, mais je vous dirai pas le chiffre, parce que je vous dirai pas le chiffre, et on en parlera tout à l'heure. Mais à peu près plus de 6000 points d'écart entre Sinner et Zverev. Ça n'était plus arrivé depuis la saison 2016, autant d'écart entre le deuxième et le troisième. C'était Djokovic et Raonic cette saison. On n'a eu qu'un finaliste autre que Sinner et Alcaraz en Grand Chelem. C'était Zverev du coup en début d'année. Sinon, on a eu que des finales entre eux. Ça lui a mis un coup d'ailleurs cette finale. Ouais. Parce que c'est depuis là. En fait, le gars, il fait une saison incroyable, une fin de saison incroyable en 2024. Il dit 2025, là, je sens que j'ai un truc, je sens que je suis au niveau. Il s'échauffe après, il s'entraîne après sa finale à Bercy vraiment pour montrer que voilà, je suis là. Et il fait un bon début de saison en soi, puisqu'il fait finale quand même à l'Open d'Australie. Mais ce match-là, il a montré une telle différence entre Zverev et les deux de devant que je pense que psychologiquement, le gars, il s'est dit, mais en fait, c'est pas possible. Je vais jamais réussir à les battre. Et derrière, il fait la saison qu'il a faite. Alors notamment, moi je vais rebondir sur une déclaration d'Alexander Bublik qui disait après sa défaite contre Vachereau à Shanghai, c'est de notre faute s'il a gagné un Masters 1000, donc en parlant de Vachereau, nous avons échoué en parlant du reste du circuit, parce que le niveau derrière Carlos Alcaraz et Yannick Sinner n'est pas assez bon. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, on a l'impression que derrière, ils n'arrivent pas en fait à assurer le fait qu'ils sont, par exemple, un Zverev et d'autres joueurs du top 10 n'arrivent pas à assumer le fait qu'ils sont top 10 et que, en fait, en l'absence des deux, c'est à eux de prendre le flambeau et on dirait qu'ils n'y arrivent pas. Bah après, moi, il y a un truc sur lequel je trouve qu'on est un peu dur, surtout avec Zverev, c'est qu'on lui met tout sur le dos à chaque fois. En vrai, il a eu, donc comme on l'a dit, psychologiquement, il a pris un coup avec sa finale à l'Open d'Australie, mais globalement, bon, il fait pas la meilleure saison de sa carrière, mais globalement, sur sa carrière, il vaut clairement sa place de 3e mondial. Je suis désolé, même si dans son niveau de jeu, on arrive tous à voir les failles qu'il a dans son jeu. Et je pense que lui-même les ressent directement. Et il travaille à les corriger. Mais il est juste un cran en dessous, mais c'est quand même un excellent joueur de tennis. Et je trouve que dernièrement, on essaye vraiment de nous faire passer Zverev pour un mec qui sait pas jouer au tennis limite. En fait, moi, la vraie question, c'est est-ce que on est plutôt aveuglé par le niveau incroyable d'Alcaraz et Sinner par rapport à un Zverev qui, oui, est 3e mondial, a plus de 5000 points, mais en fait, c'est juste que les deux sont tellement au-dessus de la mêlée qu'en fait, oui, c'est normal de perdre des matchs pour Zverev. C'est normal de parfois être moins bon. Et en fait, on est peut-être trop en fait habitué aujourd'hui à voir Sinner, Alcaraz tout dominer par rapport à d'autres joueurs qui sont plus normaux, on va dire. Alors, je suis d'accord sur un point avec toi. On a un peu biaisé, pas seulement par rapport à Alcaraz et Sinner, mais par rapport aussi à la génération d'avant qui était l'âge d'or du tennis.
Mais en tout cas, sur le sujet Zverev, non, on n'est pas aveuglé, il doit faire mieux. Lui-même, en fait, encore une fois, c'est ses mots, on ne parle pas à sa place. Il a dit que la saison était incroyablement insatisfaisante. C'est ses mots, et on l'a tous vu. Donc en vrai, pour un numéro 3 mondial, il devrait avoir joué un meilleur niveau. Qu'est-ce qu'il fait sur l'année? Il gagne un 500 à Munich. C'est tout. C'est tout. C'est tout pour Zverev. Il gagne pas de 1000. C'est clairement pas au niveau soit d'un numéro 3 mondial, soit d'Alexander Zverev lui-même, qui de base est censé être meilleur. Après, je te rejoins aussi sur le reste du top 10. Parfois, on en attend un peu trop de certains joueurs. En fait, on sait qu'on a eu l'âge d'or du tennis, mais il faut peut-être arrêter, je pense, de vouloir que ça se répète. Ouais. C'est juste pas possible. Pour moi, un joueur comme De Minaur, je le trouve exceptionnel en fait. Je le trouve exceptionnel, il a des limites. Mais c'est clair. Il joue au max de ce qu'il peut faire. Voilà, il est au max, c'est ses limites. Quand je vois jouer contre Sinner, il a perdu pour la 13e fois de suite contre Sinner. Et au Masters. Le match au Masters qu'il fait. Et le match au Masters, mais le gars est incroyable et tout pendant 1 heure. Mais c'est juste sa limite, il peut pas la dépasser. Et moi, je trouve par exemple qu'un joueur comme Alex De Minaur est un super joueur. Évidemment, il y en a qui déçoivent. Mais est-ce que la normalité, c'est peut-être pas celle-là? L'âge d'or, c'était quelque chose d'incroyable. On la retrouvera sûrement pas. Mais maintenant, avoir des joueurs un peu inconstants, qui peuvent changer, qui peuvent passer de 6 à 12, est-ce que c'est peut-être pas ça la normalité au final? Mais c'était exactement la même chose avec le Big 3. Genre, on en faisait vraiment trop. Et derrière, tous les autres, on disait juste que c'était des joueurs moyens. Genre Tsonga, qui a une carrière hors norme, en vrai, quand tu regardes. Le mec est monstrueux. Et toute sa carrière, on lui a dit, bah ouais, mais t'as pas de grand chelem, t'es un joueur moyen. C'est vrai. Des Monfils, toute notre génération, en vrai, des mousquetaires. Ils ont tous eu une carrière folle. Et on a passé notre temps à dire, bah mais c'est pas les trois de devant. Et bah c'est ce qu'on est en train de faire avec les Sinner et Alcaraz. Ouais, mais du coup maintenant, tu vois, on se dit que Del Potro, Wawrinka, Murray, Berdych, Ferrer, c'était incroyable. C'était incroyable, c'est vrai. Mais à l'époque, c'est pas ce qu'on disait forcément d'eux. Et je prends l'exemple de David Ferrer, par exemple. Je crois qu'il est en 0,17 contre Federer. Et Ferrer, c'était un joueur incroyable. Ferrer, c'est un peu Alex De Minaur, en vrai, quand tu regardes. Genre, c'est toute proportion gardée, mais je veux dire, dans. Mais tu vois, par exemple, à cette époque-là, il est en 17-0. Et on parle d'un top 5, qu'un joueur qui a fait finale de Grand Chelem, un joueur incroyable. Mais par rapport au gratin, il n'existait pas, quoi. C'est toujours comme ça, comme Tyler Fritz disait, il évoque le Big 2 avec le nouveau Big 2 avec Alcaraz Sinner. C'est toujours le fait que quand il y en a plusieurs qui sont vraiment au-dessus, le reste ça paraît moins fort, alors qu'en réalité c'est toujours un peu plus. Justement, pour finir un peu avec cette partie, je vais vous demander de me citer 1 ou 2 joueurs qui pourraient peut-être, en l'absence d'un Sinner Alcaraz dans un Grand Chelem, prendre un titre, ou alors vraiment se définir comme un 3e mondial ou un 3-4e clair aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui Zverev l'est un peu, mais là, déjà à l'Open d'Australie, il va avoir une finale à défendre. Attention, il va peut-être pouvoir reculer un peu en points, tout ça. Marvin, cite-moi 2 joueurs qui pour toi pourraient devenir 3-4 mondiaux et peut-être gagner un Grand Chelem en l'absence des 2 monstres. En fait, je pense qu'on a tous le même nom. Et on aurait bien aimé voir sa deuxième partie de saison outre sa blessure. C'est Jack Draper. Jack Draper, franchement, il est pas loin à un moment de remporter 2000, parce qu'il en a remporté 1, mais il est en finale de Madrid. Exactement, contre Casper Ruud. Il fait 4e mondial cette année. Il est à un moment donné 4e mondial, juste il chute après un peu plus dans la fin de la saison. En fait, il s'est vraiment révélé comme joueur, comme contender cette année. Et il est jeune, donc je pense que c'est lui qui aurait peut-être dû être ce joueur juste derrière. Après, malheureusement, les blessures... c'est ça. Là, c'est sa carrière, quoi. Je ne l'ai pas cité dans les demi-finalistes en Grand Chelem en 2025, mais il l'a déjà été en 2024. Il fait demi à l'US Open, il perd contre Sinner. Donc toi, Draper, d'accord. Pour moi, Draper, après, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bon, si tu parles de 3e meilleur joueur, c'est Djokovic, à 38 ans. Donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé par exemple de sa saison, mais c'est complètement dingue qu'à 38 ans il soit encore le 3e meilleur joueur. Toi, tu mais on parle d'un monstre, donc moi je suis pas choqué en même temps, et de l'autre il faut que les gars derrière passent devant lui, quoi. Et pour l'instant
vois pas pourquoi il passerait devant lui, en tout cas sur un format Grand Chelem. Ah non, mais c'est un format grand chelem, je vois personne qui est capable de le sortir à part les deux autres. Pour moi, il y a Sinner Alcaraz, Ouais, mais Djoko et derrière Zverev. ok. Donc Zverev, Djoko, pour toi, ça reste toujours le. Ah oui, ça reste toujours les deux meilleurs joueurs derrière les deux monstres. Un Shelton, par exemple, peut pas. Moi, Shelton, ok, tu veux me lancer là-dessus? Je te lance un Pour Shelton. moi, Shelton gagnerait un grand chelem. Mais vraiment, un grand chelem, tu sais, il va surjouer, il va être monstrueux. Un grand chelem à l'US Open, sans doute, où vraiment il va survoler le tableau. Il y aura des petits matchs, deux petits matchs accrochés, dont une finale en 5-7 qui va arracher avec le public. Voilà. Mais sinon, non, pas sur la durée. Moi, Ouais. Arthur Fils, par contre, Attention. pour moi, franchement, s'il revient bien de sa blessure au dos, parce qu'en vrai, ça fait longtemps qu'il est revenu de sa blessure au dos, juste là, il est en train de se renforcer pour préparer sa saison 2026, parce qu'au Canada, il a joué. Donc pour moi, il est vraiment en train de préparer une très grosse saison, et franchement, restez branchés. Bah, il l'a dit Arthur Fils. Attention, il y a très peu de gens qui veulent. Il y a très peu de joueurs qui veulent me jouer au premier tour à l'Open Ah, mais d'Australie. Il c'est a dit clair, ça à 20 minutes. restez branchés. Donc, en plus, Shelton, il me semble qu'il n'a pas gagné un seul match contre un top 10. En tout cas, il galère vachement contre les top 10 encore. Donc, peut-être le considérer comme un contender grand chelem. Là, maintenant, tout de suite, c'est un peu compliqué si t'arrives pas à battre des top 10. Marvin. bah, pour moi, en tout cas, si on parle de maintenant, Ah non, c'est pas un contender, hein. J'ai pas dit ça. bah, tu as dit qu'il va en gagner un jour. J'ai un jour, Mais un jour, c'est quand? mais pas cette année. Ouais, non, mais là, on parle surtout des joueurs qui maintenant pourraient vraiment Non, devenir il y en a pas. 3-4e homme. Il y en a pas. Djoko Zverev, moi, c'est tout. Hein. Après avoir, comme j'ai dit, comment Draper revient, Shelton, moi j'ai un autre avis là, sur lui. C'est que, en fait, un peu comme De Minaur, tu vois, dans son style, dans ses capacités, dans ses compétences, il pousse le truc super loin. Mais moi je me dis, par exemple, demain, si Shelton, durant le reste de sa carrière, ne fait pas mieux que ce qu'il a déjà fait, peut-être que je suis pas choqué en fait. Parce qu'il a déjà fait une demi en Grand Chelem, il a déjà remporté un 1000, il a été numéro 5 mondial. Est-ce qu'il est vraiment destiné à faire mieux, Shelton? Peut-être qu'il fera une finale, peut-être qu'il... Il a fait plusieurs demi en grand chelem. On se dit Ouais. que peut-être. Peut-être sur qu'il un- peut faire une finale. Mais en tout cas, là, Parce tout de que- suite, il faut battre Sinner et Non, mais Alcaraz, là, quoi. tout de suite, c'est il ça. va pas les battre. On s'entend bien. Et il les battra dans 2 ans? Je sais pas. Dans 3-4 ans, Parce que si pourquoi lui, il pas progresse- avoir l'évolution de son jeu. Oui, mais si lui, il progresse, Eux aussi, ils vont progresser. eux aussi vont progresser. Bien sûr. Puis Mais il y moi, a- moi, je t'ai dit un grand chelem, moi, je t'ai pas dit qu'il va être 3ème mondial. C'est ça la nuance. Moi, parce qu'il a parlé de Shelton. Moi, sinon, j'allais pas en parler. Mais si tu me Non, lances mais sur c'est parce que je Shelton, parle de Shelton parce qu'il ils vont gagne un gagner. 1000, il fait une demi en grand Ah ouais. chelem. Genre, moi, je trouve ça super. Mais demain, si on m'annonce que durant le reste de sa carrière, il aura pas fait mieux que ça, qui est déjà très bien, en fait, bah, je suis pas choqué. C'était intéressant. Est-ce qu'on passerait pas chez les femmes, Patrick? On va parler de la WTA et surtout on va parler de Madame Aryna Sabalenka, qui a terminé pour la 2e année d'affilée numéro 1 mondial. Un petit avis, Patrick, sur ça? Pour moi, elle est clairement au-dessus du lot. Franchement, on peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui vienne la challenger sur cette saison, même si elle ne remporte qu'un seul grand chelem, Alors, la stat, c'est elle fait mais elle fait finale. des finales partout, Sauf mais à elle ne Wimbledon. gagne qu'un grand chelem. Sauf à à Wimbledon, l'US elle fait Open. demi. Ah oui, elle fait demi à Wimbledon. Wimbledon, pardon. Mais quand même, c'est quand même une saison folle. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez Sabalenka cette saison, c'est la voir varier. De base, c'est une joueuse vraiment qui cogne tout le temps. Et là, on a pu la voir faire des amortis, choper de temps en temps, lever un peu la balle quand elle était un peu en danger, alors qu'avant, elle envoyait une sacoche, ce qui n'a aucun sens au tennis en soi, en bout de course, tu vois. Là, maintenant, elle arrive quand même à arrondir, à changer un peu le jeu, jouer ses zones. Moi, ça m'a plu et je pense qu'en 2026, elle peut aller chercher 2 grands chelems. Bon, elle finit avec un bilan de 63 victoires pour 12 défaites. Donc on l'a dit, un grand chelem. Elle fait finale un peu partout sauf à Wimbledon. Marvin, comment on explique ses performances à la fois incroyables un peu partout? Elle gagne, il me semble, 4 titres cette année. Elle fait des finales pratiquement partout. Mais par contre, il y a ces performances un peu en deçà dans plein de finales. Comment toi tu l'expliques, le fait qu'elle soit aussi dominante mais qu'elle gagne pas forcément partout encore? Ouais, bah, t'as peut-être plusieurs explications. Après, je sais pas si j'ai les bonnes. Et je remarque que j'aime bien citer les joueurs. J'aime bien que ce soit eux qui parlent, C'est ça. tu vois. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que, notamment, ça se voit quand même aussi que parfois elle est un peu tourmentée dans sa tête, qu'elle commence, voilà, un peu à paniquer, à avoir un peu trop de pression, et en fait,
aussi perdre cette capacité de concentration et d'analyse, d'intelligence tactique sur un match. Par exemple, la finale de Roland Garros. Après, il y avait des conditions, hein, il y avait du vent, etc. beaucoup de vent. Mais ce qu'elle dit, ouais, voilà, c'est que parfois, en fait, elle perd un peu le fil, notamment sur les matchs à gros enjeux. C'était pareil à l'US Open, je crois que c'était 2023 contre Coco Gauff. C'est tout le temps pareil contre Coco Gauff. Mais après, c'est parce qu'elle fait aussi déjouer les joueuses. Donc, elle disait notamment qu'elle avait parlé avec Djokovic. Djokovic l'avait beaucoup aidé, voilà, sur la compréhension de gérer son stress, gérer son calme. Et voilà, c'est très important. Après, elle a aussi un jeu à risque qui, tu peux pas toujours être dans un bon jour. Et quand tu es dans un mauvais jour, Sabalenka, ça peut ressembler à 70 fautes directes, quoi. Mais comme Patrick, j'ai adoré la voir varier cette année. Pas mal de slice et d'amorti. Et elle le fait bien, je trouve qu'elle le fait assez bien. Donc voilà, moi je pense pas qu'elle. Tu disais, tu la vois gagner 2 grands chelems. Ouais. Moi je pense que Sabalenka a dans sa raquette un grand chelem calendaire. Ouais. Pourquoi elle l'aurait pas dans sa raquette? Vas-y, tu dis les termes, j'aime En bien. fait, elle fait finale partout et tu te rends compte que quand elle perd. Elle a pas fait finale à Wimbledon. Non, elle a pas fait finale à Wimbledon. C'est le seul grand chelem où elle a pas été en finale pour l'instant. Mais en fait, à l'Open d'Australie, elle arrive, elle est favorite largement contre Keys. Elle est favorite aussi contre Coco Gauff à Roland. Et elle est favorite sur dur parce que c'est la meilleure joueuse sur dur largement. Donc Sabalenka, en fait, elle fait une saison incroyable. C'est la reine incontestable. Ouais. Mais pour moi, il y a un monde où elle peut gagner 3 ou les 4 grands chelems sur une saison. Bon, elle a 27 ans, elle va avoir 28 ans l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration comme ça qu'elle peut encore mettre Comme il le disait, il faut qu'elle arrive à une stabilité mentale. Ce qui va vraiment l'aider à potentiellement aller chercher ce grand chelem calendaire. Il faut que son niveau moyen soit plus élevé que celui qu'elle propose aujourd'hui. Parce que tu vois que quand elle est dans un mauvais jour, il n'y a rien, elle peut pas se raccrocher à quelque chose. Tu vois ce qu'on voyait avec des Djoko, on parle de Djoko, mais là aujourd'hui elle est dans cette configuration-là, celle qui est au-dessus. Donc il faut qu'elle trouve ce truc qu'avait Djoko, qui était quand il était dans un mauvais jour, il arrivait quand même à être un mur, tu vois, il faisait pas de faute, il était régulier, sans trop en faire. Et elle, quand elle se sent pas bien dans son jeu, elle va justement dans ce truc-là de trop vouloir en faire, de gagner ses points de frappe de balle, alors qu'en vrai, pour sa taille, elle se dépasse quand même assez bien. Elle a une belle longueur de balle, ça joue vite, elle ralentit un tout petit peu, elle joue à 70 au lieu de 200%. Qui va l'embêter ? Ouais, mais c'est un style de jeu aussi. Sabalenka, c'est une joueuse puissante, une attaquante, tu vois. C'est ce qu'elle a travaillé cette saison, justement, à avoir beaucoup plus de variations, ce qui lui permet d'élever son niveau moyen. Bon, Sabalenka, j'ai compris que c'était la reine du tennis actuel, mais j'ai quand même l'impression qu'on a un trio qui se dessine au fur et à mesure des années. Ça fait la 3e année consécutive qu'on a le même top 3 et 2 ans d'affilée qu'on a le même ordre, avec Sabalenka en tête, Iga Świątek en 2 et Coco Gauff en 3. Est-ce qu'en WTA, on n'aurait pas la naissance d'un premier Big 3 ou pas, selon vous? Je lance le débat. Marvin. Pour moi, je sais pas si les gens partagent, les gens qui regardent vraiment, si les gens partagent mon avis, j'ai trouvé, et je parle pas en termes forcément de niveau de jeu, mais j'ai trouvé la saison WTA plus intéressante à suivre que celle de l'ATP. Merci. Je savais que tu allais partager l'avis. Plus intéressante à suivre sous plusieurs aspects, et notamment celui-là, où on a une constance de têtes fortes qui peuvent chacune se battre. Et en fait, pour appuyer ton point, tu vois, tu dis que ça fait 3 ans que c'est les mêmes joueuses dans le top 3. Juste avant, en 2022, quand Barty prend sa retraite, je vais pas dire que c'est une catastrophe, mais ça ressemble à rien. Iga prend le pouvoir, t'as Badosa qui fait 2, t'as Jabber qui fait 2, Jabber qui était exceptionnel. Hein. Ouais, Jabber, c'était solide. À un moment, je crois que t'as Annette Kontaveit. Je crois qu'elle est 2 quand elle perd contre Serena Williams. Elle est 2. Okay. Des super joueuses, respect, tu vois. Mais aujourd'hui, ce statut numéro 2 là, je crois qu'elles avaient 3000 points et tout à l'époque. Quand Iga, aujourd'hui, on a 8000, tu vois. Donc, non, on a une constance qu'on n'avait plus depuis quelques années en WTA. Et Big 3, je sais pas, parce qu'en soi, ça peut bouger. Par exemple, une Rybakina peut venir dans le top 3 pour moi. Voilà, pour le coup, on a 9 des 12 derniers grands chelems qui ont été remportés par ces 3 joueuses-là. Donc, il y a quand même une constance aussi dans les gros tournois. Les chiffres parlent. Ce qui est intéressant dans le sport, c'est l'incertitude. Oui. Quand tu vois la NBA, etc., tu sais jamais qui va gagner le titre. Et c'est pour ça que les gens regardent vraiment toute la saison. En WTA, il y a énormément d'incertitudes.
tout en ayant, comme tu disais, des joueuses qui vont se détacher. Maintenant, Big Three, moi, je suis pas trop d'accord parce que Anisimova, en vrai, on peut pas fermer les yeux. Anisimova, elle fait une fin de saison, une saison tout court monstrueuse. Et t'as Coco Gauff qui est un peu, on va le dire, Coco Gauff qui a du mal cette saison. Son niveau de jeu est quand même moyen. Donc, non. En vrai, Anisimova, elle est clairement sur les talons des Iga Swiatek et de Coco Gauff. Elle est sur les talons, mais après, voilà, elle arrive, quoi. Elle arrive. Mais du coup, en Big Three, tu vois, tu te dis que pendant plusieurs années, tu vas avoir les 3 mêmes joueuses. Ça fait déjà 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait déjà 3 ans. C'est la première fois depuis la saison 99-2000 qu'on a les trois mêmes joueuses aux mêmes places à la fin d'une saison de WTA. Donc c'était Martina Hingis, Lindsay Davenport et Venus Williams. Donc tu m'as parlé d'Anisimova, tu me fais une super transition aussi. Parce que cette année, pour la première fois depuis très 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 longtemps, on a 4 joueuses d'une même nationalité qui sont dans le top 10. Est-ce que tu peux me dire lesquelles? Coco. Donc ce sont des... des américaines. Voilà. Moi aussi, j'ai dit. Je sais juste pas m'exprimer, mais c'est ok. Donc 4 américaines dans le top 10, première fois depuis très très longtemps, il faudra que je retrouve Depuis 2009. Depuis 2009, on avait 4 Russes qui avaient terminé dans le top 10. Donc c'est quand même une grosse performance. Les américaines arrivent en force, Anisimova surtout. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette saison, Patrick? La saison d'Anisimova, qu'est-ce qui t'a marqué là? 2 finales de Grand Chelem consécutives. En fait, Wimbledon, US Open. Fin de l'histoire. En vrai, elle était monstrueuse. Elle était tellement injouable. Moi, j'étais à Pékin. J'étais là quand elle a éclaté Coco Gauff. Disons-le. C'était violent. C'était violent, tout rentré. Elle a un niveau de jeu qui est monstrueux. Et elle prend de la marche par rapport au filet, parce que souvent, ça rase le filet. Là, elle prend de la marche. Tu te dis qu'en fait, elle n'est pas en sur-régime. Tu te dis que là, elle est vraiment installée et qu'elle va pouvoir jouer comme ça assez longtemps. Et en vrai, on le savait, parce que avant qu'elle perde son père, il me semble, elle avait un énorme niveau de jeu. C'était 2019, je crois, où elle fait demi de Roland Garros. Elle prend une pause en 2023, il me semble. Ouais. Donc là, elle revient en plus, elle commence l'année 36e, si je me trompe. C'est ça. 36e en début de saison, elle finit 4e. 47 victoires pour 18 défaites. 4e, donc 2 titres, 2000. Marvin, énorme saison. C'est incroyable. Malheureusement, j'aurais pas de preuve de ce que je vais dire là tout de suite. Mais quand on faisait nos pronos de début de saison pour le top 10... Ah voilà, comme par hasard, il va dire Anisimova, je l'avais mis 4e. Je peux trouver une preuve. Je vais la trouver quelque part. Et s'il faut, je la mettrai là-dedans. Preuve, on va vous l'afficher maintenant. S'il n'y a pas de preuve, bah voilà. J'avais un top 10 et j'avais mis Anisimova dedans. Mais pour moi, c'était déjà incroyable de penser Anisimova dans le top 10. Parce que comme tu l'as dit, elle était 36e. Mais au final, elle fait 4. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que même dans le style de jeu, en fait, c'est un raz-de-marée, tu vois. T'as l'impression que tu peux rien faire. Du coup, un peu comme Sabalenka. Et ouais, elle est arrivée à un niveau encore plus haut que ce que j'imaginais, puisque je la voyais 10. Ah oui, tu l'avais mis 10e. J'avais mis 10e pile. Et elle a quoi, 23 ans du coup? Parce qu'on a l'impression qu'elle a eu plusieurs vies. Elle a 24. On a l'impression qu'elle a eu 2001, si je me trompe pas. On a l'impression qu'elle a eu plusieurs vies. Mais je pense que ouais, voilà, elle s'est clairement révélée comme, pareil, une grosse tête du circuit. Et que des grands titres, elle va aller en chercher. Elle en remporte 2000. Mais elle était au trophée Clarins en 125. On l'a vu passer au milieu de Chloé Paquet, tout ça. Donc, elle a abandonné. Oui, elle a abandonné, c'est pour ça qu'elle n'a pas gagné. Tu peux me dire qui a gagné le trophée Clarins, rapidement? Katie Boulter. Il y en a un qui connaît mieux. C'est bon, je paye le temps. T'as déjà un point pour le quiz. Ouais, merci. Ça va être compliqué le quiz. Donc du coup, j'ai parlé des Américaines, on a un peu parlé de Coco Gauff, mais j'aimerais bien parler aussi de Madison Keys. Madison Keys, qui a remporté son premier Grand Chelem cette année à l'Open d'Australie. 7e au classement final. Elle finit en 35-15. Est-ce qu'on peut quand même raconter cette aventure absolument dingue en Australie, où elle sort 4 victoires contre les top 10, et dont une victoire contre la numéro 2, puis la numéro 1 en finale? Marlene, c'est complètement fou. C'est vrai que son run était incroyable. Juste avant, elle avait gagné Adelaide, il me semble. Ouais, c'est donc ça. elle est sur contre Pegula, il me semble. Pegula en finale, elle est sur un run exceptionnel. Et mais c'est pareil. En fait, on remarque que dans les styles de jeu, Keys, Sabalenka, Anisimova, est-ce qu'on rajoute Rybakina? On rajoute Rybakina. Ouais, on a une sorte de prototype de puissance quand même qui se dégage pas mal. Donc à vous de dire si ça vous plaît ou pas, hein, évidemment. Mais ouais, dans ce même registre, qu'ils étaient impressionnantes.
comme j'ai dit, moi, le match contre Viantec, c'est un des matchs de l'année pour moi. Et ouais, je trouve que c'est mérité pour sa carrière. Ça a toujours été une joueuse constante. C'était pas une joueuse qui faisait trop le yo-yo. Par exemple, une Ostapenko qui peut être 60 et battre Sabalenka et Swiatek comme elle a fait à Stuttgart cette année. Donc, ça a toujours été une joueuse constante qui gagnait pas mal de titres. Donc, ouais, c'était incroyable pour elle. Après, ouais, malheureusement, sur la suite de la saison, ça s'est pas exactement passé pareil. Mais c'était mérité pour elle. Moi, je la voyais tellement pas prendre un grand chelem en vrai. Genre, je me suis dit, ça va rester une très bonne joueuse de WTA, mais toute sa saison, toute sa carrière, pardon. Ouais. Et là, tu te dis, le run qu'elle a eu, comme tu dis. Puis bien sûr, on va conclure avec donc on a parlé un peu de Coco Gauff. Tu peux nous dire quelques mots sur sa saison, Patrick, Qu'est-ce que tu as pensé de la saison de Coco? Qu'est-ce que j'ai pensé de la saison de Coco? sans faire un monologue de 30 minutes. Hein. Ok. Je vais me tenir à 30 secondes. Non, mais elle prend un grand chelem. J'avais annoncé début de saison d'ailleurs qu'elle allait prendre Roland Garros. Donc voilà. Non, mais Coco Gauff, en vrai, en termes de niveau de jeu, elle fait pas une bonne saison. Elle fait une bonne saison dans les résultats. Elle prend Roland Garros, elle gagne à Wuhan. Alors, voilà, elle prend 2 titres, Roland Garros et Wuhan. 2 gros titres quand même. 48-16 le bilan. Ça va. Mais quand tu regardes le contenu, quand tu regardes les matchs, le nombre de doubles fautes, les fautes directes, c'est plus possible. Et je trouve qu'il y a beaucoup de changements à faire techniquement dans son jeu. Et je pense qu'elle en est consciente et que ça va être fait. Et franchement, on en a beaucoup discuté ensemble. Moi, je pense qu'elle est encore très jeune. Enfin, elle est encore très jeune, c'est un fait. Et qu'elle va pouvoir travailler sur ces points-là pour potentiellement devenir une des joueuses les plus dominantes du circuit. Même si elle est arrivée très tôt. La joueuse la plus dominante. Même si elle est arrivée très tôt. Donc, Elle a que 21 ans. Coco ça fait Gauff. 6 ans qu'elle est sur le circuit. Donc, notamment au niveau des changements, je pense qu'il faudrait pas trop tarder non plus. Non, c'est clair. Parce que c'est pas non plus à 30 ans qu'elle a tout d'un coup. Non, qu'elle bien va sûr, faire mais elle sera là encore 15 ans. ces changements. Mais elle a pris son coach là pour le service. Donc, en espérant que les doubles fautes diminuent l'année prochaine. Sachant qu'elle a une très grosse première balle. Aussi. Bon, on en a fini avec ce côté WTA. On va passer au conseil de classe des Français. On va leur Taper mettre. sur les doigts. Allez, let's go. Vous êtes prêts pour les appréciations? On est prêt. Allez. On a sélectionné 10 Français qui ont marqué l'année 2025. Et on va, comme au lycée, au collège, mettre des appréciations. Donc, les appréciations sont les suivantes. Décevant. Bon, ça, il n'y a pas forcément, mais on s'est dit, bon, faut mettre un peu de piquant parce que forcément, il y a des Français qui nous ont déçus cette année. On va le dire. Encouragement. Donc, bonne saison, mais bon, on attend plus quand même. Compliment. Bonne saison. Très bonne saison, même. Et puis, félicitations. Là, je me dis félicitations, on peut le laisser qu'à un seul joueur ou joueuse. Parce que je ne l'ai pas dit, mais on va mélanger les filles et les garçons pas au français. courant. Bon, on va commencer avec monsieur Arthur Rinderknecht. Votre appréciation pour monsieur Arthur Rinderknecht? Compliment. 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 Je pense qu'on peut pas mettre plus. On parle quand même d'une saison à 0 titre. Il fait une finale à Shanghai. C'est ça. Donc ça, c'est exceptionnel. Il termine numéro 1 français. Il rentre dans le top 30. Avec un niveau de jeu effrayant, faut le dire. Et il bat Zverev. Alors, il bat Zverev 2 fois. Il le bat pour la première fois à Wimbledon. Il fait un premier huitième de finale en Grand Chelem. Il est battu par Alcaraz. Un peu en mission lui aussi. Et puis, il bat encore Zverev à Shanghai. Très grosse saison pour Arthur qui devient donc pour la deuxième fois numéro 1 français, Patrick. Compliment. T'es censé juste dire 2-3 mots quoi, mais. Ok. Non, il a un super niveau de jeu sur la fin de saison, à voir ce que ça va donner en 2026. Mais tu peux pas lui donner moins que ça. C'est ça. Il fait une superbe. Est-ce que une je superbe peux lui saison. donner plus alors? On peut pas lui donner plus non plus. 0 titre, tu l'as dit toi-même. Bon, il y a Neos29 sur X qui nous dit Arthur, il a tenu la dragée haute à Sinner porte d'Auteuil et sorti Zverev à Wimbledon sans oublier son parcours à Shanghai. Magnifique saison. Compliment pour monsieur Arthur C'est Rinderknecht. vrai qu'il a passé des caps aussi, hein, c'est très important. Monsieur Corentin Moutet. Compliment. Compliment et j'ai une take. Ah, dis-nous. Pour moi, c'est le meilleur français de la saison. C'est le meilleur français de la saison. Ouais, mais C'est- le numéro 1 français, c'est pas lui. Oui. Alors, il y a. Parce qu'il fait une bonne fin de saison, Arthur. Mais sinon, sur toute la saison, Corentin, c'est le joueur le plus régulier de la saison. Il y a Mathieu Cohen sur Twitter qui nous dit, enfin sur X, qui nous dit Coco Moutet, il a tellement progressé. Patrick, toi, t'en penses quoi de ce jeu? En fait, on parlait de Bublik au début de l'émission. Je trouve que c'est un peu un de ces joueurs-là qui a réussi à trouver une sorte de constance sur la saison. Et là où avant, on le voyait juste faire 2-3 beaux tournois, bah là, il a quand même été assez régulier sur sa saison. Donc, compliment. Compliment. Je crois qu'il bat ses premiers top 10 aussi. Il en bat plusieurs, hein. Je crois qu'il fait Rune, Fritz, Ouais. Medvedev. Tout le monde fait Fritz.
Non, ça va, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Ouais, il y a Medvedev. Il y a Fasquel Mallory sur X qui nous dit Moutet 2 finales perdues, passé proche du titre, d'un premier titre. Je pense que ça se concrétisera en 2026. Pensez un petit titre pour Moutet en 2026. Ouais, faut qu'il débloque ce truc. Et puis aussi, je kiffe pas parler de mental, c'est pas ce qui me passionne. Mais je trouve que mentalement, il est passé aussi à un step où, il y a toujours quelques frictions, etc. Mais il est un peu moins dedans. Ouais. Il est un peu plus concentré, un peu plus sérieux. Et il en a bien besoin. Après, Tu parlais du coup entre les jambes. Non, mais... Bon, on va pas revenir sur, j'ai dit il y a quelques... sur ce fait de jeu. On enchaîne avec monsieur Giovanni Mpetshi-Pericard. Moi, j'ai envie de dire encouragement. Je m'explique. Non, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que je savais que t'étais pas d'accord. C'est pour ça que je voulais que tu parles en premier. Bah, tu vas expliquer, mais moi j'ai inventé une nouvelle case. Moi j'ai mis redoublement. Oh. Ah oui, on peut faire ça aussi. Qu'est-ce qu'on attend aussi de Giovanni? Je pense que lui-même est super déçu de sa saison. Je pense pas qu'il tu t'expliqueras. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit encouragé. Évidemment, c'est super dur. Il avait explosé l'année dernière. C'était super dur de faire mieux. Les points aussi. Ouais. Donc 2 titres l'année dernière. Il prenait 500 à Bâle et il prenait le 250 de Lyon. Ouais, c'est ça. Et là, on parle. Voilà, il est en 19-26. Il termine hors top 50. Donc, j'ai aucun problème. J'imagine bien qu'il va rebondir. Mais cette saison-là, en tout cas, on n'a pas vu de progression. Il a fait que de descendre au classement. Donc, pour moi, c'est pas à la hauteur de ce qu'il attend. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, j'ai pas envie de lui tirer dessus parce que c'est un joueur comme avec un physique atypique, donc un style de jeu atypique. Et c'est compliqué de jouer avec ce qu'il a. Enfin, tu fais 2m3, il fait. Enfin, c'est hyper dur de se déplacer dans un tennis où tout va beaucoup plus vite. Et maintenant, on a parlé tout à l'heure d'analyse. Les joueurs ont tous analysé son service. Oui. Au bout d'un moment, ils arrivent tous à plus ou moins le retourner. Donc là, en fait, moi, j'ai envie de l'encourager à trouver des solutions. Parce que je sais qu'ils bossent dessus avec Manu Planck, qui est un très bon coach. Je sais qu'ils vont travailler dessus et qu'ils vont arriver en 2026 avec de nouvelles solutions. Maintenant, si à la fin de la saison 2026, on a exactement les mêmes résultats, là, je te dirais que c'est décevant. Mais là, on parle d'un joueur qui est jeune, qui a encore beaucoup à apprendre et qui s'est fait un nom l'année dernière. Et du coup, maintenant, les gens le connaissent. Donc, il faut voir s'il va réussir à sortir d'autres armes que son service pour aller chercher plus haut, comme un John Isner. On continue avec Arthur Fils. J'ai encore inventé une case. Bon, Arthur Fils est non noté. Il a pas été présent sur assez de contrôle pour avoir sa note finale. Ça commençait super bien, notamment les quarts de finale consécutifs en 1000. Je crois qu'il n'en avait jamais fait. Il en fait 3 d'affilée. 3 de suite, où il est pas loin de battre Carlos Alcaraz, notamment à Monte Carlo. En fait, pour moi, ça présageait une superbe saison. Je le voyais dans le top 10. J'ai l'impression que pratiquement tout le monde le voyait vraiment exploser, peut-être craquer le top 10 cette année. Ouais, pour moi, c'était l'année du top 10 et malheureusement... Fini 40e. Et puis après, on peut peut-être lui mettre le bémol il a dit lui-même qu'il a forcé à jouer blessé. On peut peut-être lui mettre ce bémol-là. Après, t'es jeune, c'est la fougue, etc. Dans un sens, moi, je comprends, évidemment. Après, il a forcé à jouer blessé et il s'est blessé pour le reste de la saison, malheureusement. Alors, il y a FC Cherki qui nous dit sur Twitter, pour moi, Fils a réalisé la meilleure saison côté français, même si elle n'a duré que quelques semaines. Est-ce que tu es d'accord avec ça Non, pour moi, je rejoins Marvin. En Belgique, tu as un truc quand tu fais tes études qui s'appelle l'étalement. Ça veut dire que tu fais ton année sur 2 ans. Voilà. On va le faire étaler. Donc, cette saison, ça compte pas. Il reprend des matières qu'il va passer l'année prochaine. Et on verra, voilà. Et on verra l'année prochaine. Ok. Bon. Il sera au Masters. Après, à voir comment il reviendra de sa blessure, on peut pas le savoir. Mais Après, là, du coup, il a beaucoup moins de points à défendre en fin de saison. Il y aura peut-être ça aussi à prendre en compte, le fait qu'il puisse en prendre l'année prochaine. Il sera au Masters. Il sera au Masters ATP Finals. Ok, les gars, notez. ATP Finals, Arthur Fils, 2026. Comment on dit clippez, les gars. Je crois que t'es sur Twitch ou quoi? Clippez, les gars, ce qu'ils disent, et puis on ressortira ça l'année prochaine. On enchaîne avec Hugo Humbert. Décevant. Est-ce que vous pouvez... Décevant, Humbert, comme Arthur Fils, on en parle comme un potentiel top 10 en début de saison. Il fait, justement, il sort d'une grosse saison indoor où il fait sa première finale en Masters 1000. Donc, non, Humbert, on attendait plus. Et même s'il faisait moins, ça aurait pu être moins du style, il est top 20, 25. Là, il est combien? 37e. 37, il est quand même sacrément descendu. Il a évidemment la saison pourrie par les blessures, notamment celle à Nîmes. Il tombe et il se fracture le... Dans la chambre, en réalité, c'est ça. Ça, c'est quand même bizarre. dingue. Après, il y a le dos en deuxième partie de saison. Mais
Mais non, Humbert, on attendait beaucoup plus, notamment dans les gros tournois. Et au final. Il fait qu'un 8ème de finale, c'est en grand chelem. Au final, il est descendu beaucoup trop bas. Et avec un niveau de jeu assez moyen comparé à ce à quoi on pouvait s'attendre. Après, désolé, pour moi, c'est un peu comme Félix Auger-Aliassime. En indoor, tout rentre bien. Et en dehors, dès qu'il y a des conditions de jeu, un peu de chaleur. Sur gazon aussi. Oui, sur gazon aussi. Parce que c'est surface rapide qu'il aime bien. Ouais. Mais par exemple, le dur extérieur, je trouve qu'il sous-performe sur le dur extérieur. Tellement. C'est dingue. Voilà. Décevant pour vous deux. Décevant pour les deux. On enchaîne avec Alexandre Muller. Compliment en vrai. Mais en fait, cette saison, elle est divisée en deux. Ouais, c'est ça. Tu mets compliment au début de saison et après, tu mets encouragement sur la fin de saison. Voire décevant si tu te bases sur le début de saison. Ouais, après, bon, Mais si tu te on bases recontextualise par rapport aux attentes sur le joueur. Voilà. En fait, moi, j'avais mis encouragement de base, mais c'est vrai que, par exemple, il prend un titre. Ah ouais, il fait un beau début de saison quand même. Ouais, donc c'est vraiment bien. Après, la deuxième partie est pas ouf. Donc je pense que par rapport aux attentes qu'il y avait dessus, on peut quand même lui mettre compliment. Après, il termine avec un bilan négatif aussi. Donc moi, j'étais très entre l'encouragement et le compliment. Ok. On va passer à Terence Atman. Compliment. Compliment. T'étais prêt à lui donner les félicitations? J'étais prêt à lui donner les félicitations. Chez les mecs, c'est la plus grosse progression. Il fait quand même une saison. Enfin, on l'attend pas à ce niveau-là. On savait qu'il avait un bon potentiel, Terence, mais là, il a réussi à se canaliser sur tout un tournoi pour afficher un niveau de jeu monstrueux à Cincinnati. Après, en vrai, il y a quand même des petits trous d'air par-ci par-là. Donc c'est vrai que donner les félicitations, voilà, mais c'est quand même une saison dense, tu vois. Le gars, il passe de faire des challengers à être sur le circuit principal, c'est dur. C'est pas le même niveau de jeu. Demi en Masters 1000, c'est ça. Inquiété. Donc en vrai, mais honnêtement, faire un gros match contre Sinner aussi. Honnêtement, on est au-dessus de compliment. On est à très bien là. Moi j'ai mis compliment. J'ai mis compliment. J'étais pas loin de l'encouragement. Non mais. Il fait que. En il fait, a que 17 matchs sur le circuit. Il y a 17 matchs sur le circuit. Mais après, on prend en compte sa saison challenger. Je crois qu'il prend 2 challengers. Ouais. Et c'est vrai que c'est super dur en fait de faire cette bascule challenger circuit principal. Après, c'est pas parce que c'est super dur que on va lui. Enfin, il est en 7-10 sur le circuit principal. Il enchaîne pas mal de défaites. Dans Vukic, Rolex Paris Masters, où on attendait un peu plus. Donc il va progresser l'année prochaine. Mais compliment pour sa première saison. Ouais, compliment. On enchaîne avec Loïs Boisson. Félicitations. Félicitations, évidemment. Une demi de Grand Chelem, il faut se rendre compte à quel point c'est une folie pour nous, en France. On devrait peut-être en avoir plus, mais c'est exceptionnel. Et en fait, pour moi, le plus dur, c'est peut-être même le fait d'aller gagner un titre après. Ouais. Après, le titre, c'était des joueuses globalement entre 70 et 70e place mondiale, etc. Mais c'est dur, en fait. C'est dur de confirmer. La personne l'attendait à Roland-Garros. Ensuite, son statut change. Et quand ton statut change, c'est compliqué. Après, sur surface dure, ça devient la fin de saison un peu étriquée. Mais elle bat, je crois, une top 20 avec Samsonova à Pékin, je crois. Il y a Franck Amortilop sur Twitter qui nous dit Boisson a fait une belle période sur Terre et puis shit. Non. En fait, tu peux pas dire ça. En fait, de base, c'est plus une joueuse de terre parce qu'elle a plus de temps pour se décaler autour de son coup droit. Maintenant, elle va bosser son revers et elle va bosser surtout sa caisse physique. Parce que je pense que là, aujourd'hui, elle n'est pas capable de tenir 3-7 sur dur. Moi, je l'ai vu à l'US Open. Elle fait un début de match mais monstrueux et après, plus rien. Mais genre vraiment, tu vois qu'elle est fatiguée. Genre physiquement, c'est dur. Mais moi, je pense qu'elle va vraiment bosser sur cette caisse physique qui va lui permettre d'aller au bout des matchs en 3-7. Sur dur comme sur terre. Parce que sur terre, t'as plus le temps. La balle est plus lente. Puis en plus, sur le Châtrier, le terrain est immense. Tu peux te mettre 2 mètres derrière, t'as le temps de tourner autour de ton verre. Mais il y a du taf à faire. Mais c'est une saison monstrueuse. En vrai. Et justement, en fait, j'ai l'impression que parfois, tu sais, comme tu l'as dit, elle était 513e, je crois. Ouais, 513e. Et quelqu'un fait un bon 513-65. Alors, elle fait 513, après elle monte 361. Ouais. Oui, mais c'est de 361 à 65. En un mois, 2 mois, elle fait 513-65. Ouais. Et en fait, tu deviens pas une vraie 65e mondiale en un mois. Donc il faut l'adaptation. Là, tu peux pas demander à la joueuse ou au joueur d'avoir tout de suite le niveau top 50, alors qu'elle revenait de ses ligaments croisés, était 500e. Donc ça prendra du temps.
c'est une vraie terrienne. Donc, pour l'instant, moi, voilà, le gros point d'interrogation, est-ce qu'elle sera capable de jouer aussi bien sur dur et gazon, par exemple? Je sais pas, je lui souhaite. Mais voilà, elle fait une demi de Roland Garros, elle gagne son premier titre. Et elle termine combien 36e. 36e, c'est la numéro 1 française. Ouais. L'année où Caroline Garcia arrête sa carrière. Donc La transition est ah ouais, parfaite là. la transition. Surtout qu'on se disait, il y avait un moment, on se disait, ouais, le tennis féminin, je crois qu'à un moment donné, il y a eu une période, quelques semaines où il y avait plus de joueuses dans le top 100. Dans le top 100, mais c'est dingue. C'est fou. C'est complètement C'est ça. dingue. Donc, bon, le plus dur, ce sera l'année prochaine. Confirmer tous ses points pris et puis. Défendre sa demi à Roland. Ouais, ça va être compliqué. Ok, on va passer avec du coup la saison 2025 d'Elsa Jacquemot. Compliment pour Elsa Jacquemot. Elsa a effectué une très bonne saison. Des résultats satisfaisants en hausse. Continue tes efforts pour 2026. Il fait le prof d'histoire. C'est fou de parler comme ça alors que depuis le début des appréciations, t'as pas dit ça. Grave. Bizarre. Elsa mérite. Elle a fait une belle saison. Ouais. Licencié à Boulogne où j'habite. On l'embrasse. On embrasse Boulogne. Dédicace à Boulogne. T'as joué avec Elsa Jacquemot chez Technifibre. Ouais. Ah ben Ouais. Avec j'ai joué avec aussi. Non, mais Jacques. Eh ben, on met tout de suite la vidéo. Enfin bref. Allez voir quand même. Jacquemot. Jacquemot, peut-être que je suis sévère, j'avais mis encouragement. Parce que c'est vrai qu'elle fait Elle prend 90 places par rapport à elle. T'es sévère, c'est la meilleure saison de sa carrière. Mais d'accord, mais si tu lui mets. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. L'année prochaine, si elle fait mieux, tu lui mets quoi? Je vois ce que tu veux dire. Genre, il faut laisser une place quand même à l'amélioration. Et par exemple, sur le circuit principal, elle fait son tournoi au Mexique où elle fait une demi en 500. Mais sur le circuit principal, tu vois. Après, il y a son Roland Garros qui est bien. Troisième tour. Je crois qu'elle fait une belle victoire à Wimbledon. Ouais, elle bat une top 30, je pense. Après, voilà, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. C'est normal, elle vient d'arriver. Donc, encouragement, l'année prochaine, elle fera mieux sur le circuit principal. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je valide la saison, en fait, c'est pour ça. Donc, quand je dis compliment, c'est que c'est une bonne saison. Mais l'année prochaine, si elle fait la même chose, non, je vais dire non. Là, il faut progresser à un moment donné. Mais comparé à... Enfin, je trouve qu'on est dans une bonne lancée. Alors, sur X, il y avait une personne qui avait relevé la saison d'Elsa Jacquemot, c'est Owen the Photographer. On l'embrasse, lui aussi, qui nous dit mention spéciale pour Elsa Jacquemot, qui a commencé la saison hors du top 100, qui finit à la 60e place mondiale. Oui. Donc en fait, c'est super, surtout que Elsa, je crois qu'elle a été elle a été première chez les juniors. Numéro mondial, ouais, chez les juniors. Voilà. Et en fait, le passer sur le circuit pro, ça n'a pas été simple pour elle. Donc on attendait cette saison où elle se révèle, elle rentre dans les sangs, etc. Donc en vrai, voilà, félicitations pour ça. Mais encouragement. Ok. On va passer à Diane Paris. J'ai mis la même chose que Kempechi. Redoublement. Que Petit. Oui. Pour moi, c'est un redoublement. Surtout que moi, Diane Paris, là où par exemple, Petit Péricard, j'attendais pas forcément mieux. C'était dur de faire mieux. Paris, j'attendais mieux que la saison d'avant. Et c'était pas mieux, c'est 70 places perdues. Ouais. Donc pareil, il y a aussi les blessures, etc. Mais Paris, en fait, elle a rien à faire. Combien 123e. Elle a rien à faire à cette zone-là du classement. Pour moi, sa place est dans le top 50. Et oui, elle sous-performe par rapport à son talent, par rapport à tout ce qu'elle peut faire. C'est très très bas, c'est beaucoup trop bas. Et je répète, il y a eu aussi les blessures, il y a un moment où elle joue pas. Mais pour moi, en fait, la numéro 1 française, ça devait être Diane Paris. Tu vois. Donc là, elle est beaucoup trop loin. Il a tout dit. Ok. Il a vraiment tout dit. Rien à rajouter. Je n'ai absolument rien à rajouter. Donc vous aviez dit toi, décevant. redoublement. Non, décevant. Décevant. On va rester sur décevant. On va passer aux Univers Tennis Awards. On s'est un peu approprié les awards ATP et WTA. Donc, Marvin et Patrick vont nous donner leur joueur de l'année, leur joueuse de l'année, etc. On va commencer avec ça. Vous êtes prêts? Joueur et joueuse de l'année. On va commencer par le joueur de l'année. Patrick, quel est ton joueur de l'année? Yannick Sinner. Carlos Alcaraz. On n'a pas besoin d'épiloguer plus, on a quand même beaucoup parlé. Joueuse de l'année, pour toi, Marvin?
Je veux dire Coco Gauff, non, je rigole. Arina Sabalenka, bien sûr. Arina Sabalenka. Coco. Non, c'est Ouais, pas c'est bon, j'ai déjà fait la vanne. Ouais, j'ai voulu y aller, mais. Non. Ça va les gars? Sabalenka, ok. Alors, meilleure progression de l'année. Meilleure progression, pas forcément. Alors, on reviendra ensuite sur la révélation de l'année plus tard. Mais pour toi, la meilleure progression de l'année ATP, Marvin? Franchement, c'était dur, il y en a fait plein. Et moi, j'ai choisi Bublik. Parce que. Il est redescendu 80, je crois, dans la saison. Donc, et franchement, je ne m'attendais pas à ce type de progression. Il y a des joueurs qui sont jeunes, où on attend la progression. Pas un Draper ou même un Mensik. C'est des joueurs où tu pouvais t'attendre à cette progression, pas forcément qu'il gagne un 1000. Mais Bublik, moi, je ne m'attendais pas du tout à le voir proche du top 10. Je vais dire Jack Draper. Ok. Qui fait une bonne saison. C'est vraiment la saison de la confirmation pour lui. Et malgré les blessures. Donc à voir en 2026 ce qu'il va être capable de nous proposer. Côté WTA, Marvin? Je pense qu'il n'y a même pas de débat, c'est Anisimova. Evadis. Je dis pas de débat, lui. T'aurais pu faire en révélation, mais tu décides. Non, parce que la saison dernière, on la connaissait déjà en vrai, Evadis. Bah, ça dépend aussi du point de vue où tu te mets. Je crois qu'elle est dans la catégorie révélation cette année. Mais bon, Ok. peu importe. Moi, je les mets plus dans progression. D'accord. Ok. On va passer en révélation de l'année, côté ATP, Marvin. Pour moi. Alors, révélation pour nous, c'est Ouais. hors top 100. Donc, le joueur a démarré la saison 2025, il était hors du top 100 et finit dans le top 100. Marvin? Pour moi, c'est Vacheron. Vraiment une. Il n'y a pas besoin d'être jeune, ça a souvent été réservé aux jeunes. Vacheron, il était combien? 204 204 avant Shanghai. donc, Pour moi, c'est le principe de la révélation. Le gars sort de nulle part. Il gagne un 1000. Le joueur qui s'est vraiment révélé, pour moi, c'est lui. Après, il y en a d'autres. Avoir le tien, peut-être. Je sais pas, peut-être le même. Non, en vrai, c'est difficile de citer un autre nom que Valentin Vacheron. Trailer Nortien, on en a parlé au début de l'émission, qui fait un gros bond dans le classement. Mérité Mais bon, aussi. Val Vacheron, c'est logique. Même Joao Fonseca qui prend 2 titres cette année. Après, Fonseca, je crois que ça dépend aussi de la perspective. C'est parce ça. que Après, on le Fonseca, voyait on venir, s'attendait, en fait. on s'attendait à ce qu'il perf, mais quand même, il a C'est confirmé. pour ça qu'Evadis, il jamais pas là-dedans, tu vois. bah, chez les femmes. Chez les femmes. Chez les femmes, pour moi, c'est Victoria Mboko. Vicky Mboko. Ok. Et pareil, je crois qu'elle commence combien? 300? 333. 330. 330. Tu gagnes un 1000 quand même en sortant. Je sais pas si elle avait déjà 19 ans, mais il faut rappeler l'âge quand même. Ouais, ça, 19 ans. les Et elle 18, gagne, comme j'ai dit, mondial. le plus dur souvent c'est de confirmer après. Mm. Et elle gagne un 250 après Ouais. encore. Mhm. Donc voilà, c'est une vague qui va arriver fort sur la Ça va faire WTA. très mal l'année prochaine, je pense. Ok. On va passer du coup au comeback de l'année. Marvin, ATP. Franchement, j'ai trouvé personne. Ouais. J'ai trouvé personne. Et ils l'ont pas fait cette année, le truc du comeback. Mm. Normalement, c'est l'award réservé à Berrettini chaque année. Et, on peut peut-être lui donner. Il Ouais, il a fait 11 victoires d'affilée Voilà. Coupe Davis. Donc, mais sinon, ATP, il n'y a pas trop de comeback. Ouais. Pas trop de revenants. Non, Pareil. j'en ai pas non plus. Ok. Allez, donnons-le à Berrettini par principe. Très bonne. Chez les femmes, peut-être? Chez les femmes, c'est très largement pour Belinda Bencic pour moi. Ouais. Tu voyais quelqu'un d'autre? Non, Belinda. En fait, c'est logique de citer Belinda Bencic. Après, moi, je laisse parler les cœurs. Naomi Osaka, qui, même si elle revient un peu fin de saison 2024, Oui. là, cette saison, elle s'est réaffirmée comme étant une joueuse capable de gagner un grand chelem. Ouais. Donc, Et elle termine derrière Bencic. Parce que Elle termine Bencic derrière. commence la saison à quelle place, Marvin? Je crois qu'elle est aux alentours. Je crois qu'elle est aux alentours de 400, si je dis pas de bêtises. Elle revient de maternité quelques mois avant, Mhm. en 2000. Enfin, elle joue quelques challengers quelques mois avant. Elle finit. Et je crois qu'elle commence 480, un truc comme ça, et elle finit 11. 11. Donc, Bravo. pour moi, pareil, il n'y a pas de débat. Bencic, Même en wow, termes quoi. de niveau de jeu, elle joue tellement bien. Elle prend un 500 à Abu Dhabi, il me semble. Donc, devant sa fille. En vrai, l'histoire est exceptionnelle. Je ne l'attendais pas du tout non plus à ce niveau. Quoi. Messieurs, le quiz. Là, vous jouez votre crédibilité aux yeux du public. Oh, waouh! Ah. Waouh! La Tout pression. ça! Pour le premier coup, je me suis dit, je vais vous faire un truc pas trop dur. Première question. Alors, ça va être dans l'ordre. Vous allez faire chacun votre tour. S'il y a quelqu'un qui la passe, c'est éliminé et vous perdez le point. N'hésitez pas, vous aussi, à jouer dans les commentaires. Et celui qui a le plus de bonnes réponses, eh ben, bravo à lui. On l'épinglera peut-être, en tout cas, on verra. Bon, vous allez me citer chacun votre tour. Le top 10 du classement ATP. Ça va être très simple, je pense. On va commencer par toi, Marvin. Et ça doit aller très vite. Hein. Carlos Alcaraz, Sinner, Zverev,
Fritz. Et c'est fini. Waouh, Et c'est déjà waouh. fini. Oh déjà my fini. god. Pour. C'est qui 4? Mais c'est Djokovic. C'est Djokovic. Ah ouais, putain. Djokovic. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Putain, ok. je me suis sincèrement dit, ouais, le classement, ça devrait être facile pour eux. Mais votre influenceur tennis, c'est ça là? C'est ça. Vous êtes abonné à ça, hein. Waouh, Je- ça veut me faire alors qu'il avait toutes les questions. Ah, oh le menteur. C'est toi qui as regardé, Ça commence. ouais, Oh, il a regardé tout à l'heure. J'ai pas regardé. Je rigole. Oh, Regarde comment il a stable. stressé, regarde comment il Attends, stresse. ça va mentir, là. Bon, bah, je suis obligé de finir. Djokovic, donc 4, 5. Auger Aliassime, 6 Fritz, 7 Dominor, 8 Musetti, Oh, 9 je sais Shelton, tellement pas. 10 Draper. Après l'ordre de chacun. Ah, mon gars, je c'est peux pas te dire forcément. qui y a dedans, mais je peux. Ah, bah c'est L'ordre. ça la question. Ah, oui. On enchaîne avec les femmes. Vous êtes prêts? Tu vas commencer, Patrick. C'est marrant. Ça va durer 2 secondes aussi. Sabalenka, Scientech, Coco Gauff, Anisimova. Pegula. Et c'était Oh, c'est trop grave. Mais c'est gravissime. la fraude ultime, quoi. Oh, c'est grave. Le Masters, mec, t'as Il y a suivi le ou pas? master, tu l'as suivi? Putain. Tu suis le tennis féminin? C'est grave, ça. Non, c'est- Ah, ça veut me faire. Rybakina 5, Pegula 6, Kiss 7, 8, Paolini, 9, Andreeva et 10, Alexandrova. C'est dommage parce qu'il y a des noms sympas à la fin, quoi. Je me suis dit Ouais. peut-être que. Mais petit aparté, on n'a pas beaucoup parlé d'Andreeva qui prend 2000 cette année. Ouais. Réel. Bon après elle a fait une fin de saison, tu vois, un peu. Ouais, catastrophique, mais. Mais bravo. En plus, à 17 ans, il me semble. Elle avait 17 ans encore à ce moment-là. 17 ans, 18, donc, là. c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va enchaîner avec la question suivante. C'est un peu le même jeu. Vous allez me Tu citer. vas encore Bon, là, perdre au quatrième. il n'y a pas d'ordre. Citez-moi les joueurs qui ont remporté leur premier titre ATP. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, tu veux quoi? Qui, vous pensez en avoir combien? Non, je pense que c'est mieux de le faire en Tu balance. penses en balance? Ouais, Ouais. comme ça, je me fais éteindre aussi, c'est Ok. bien sûr. Tu veux commencer peut-être Tu arrêtes dans l'autre aussi. Ouais. Tu veux Ah, commencer, je sais, dans Patrick tous les cas. tu peux y arriver. Ah, crois pas que je les ai pas en tête. Hein. Tu veux commencer, Patrick? Frère, premier titre ATP. Un mec qui gagne son premier titre ATP cette saison. Bon, on en a quand même évoqué pas mal au cours de l'émission quand même. Ah ouais, le mec bloque au premier. Quand même. Est-ce que j'en ai un même? Non mais. On en a parlé il y a 5 minutes, mec. Il a dit que c'était sa révélation ou sa progression de l'année quand même. Non, mais ça, j'ai. Après. Mais faut que tu dises le premier Et et, tu dis après le on premier. balance. Vas-y, alors, Martienne. Ok. Fonseca. Non, quand même. Laissez-le se Non, mais- concentrer. On se regarde dans le blanc des yeux pendant. Franchement, je pendant pense qu'il y, 3 heures. y en a 3 évidents. Après, les autres, c'est un peu plus. En fait, il y en a, je suis pas sûr. Bah, attends. Menchik. Ouais, Vachereau. ouais. Kazo, il en a pris un, je crois, non? Non. Tente. On part sur une. Non, attends, je retire Kazo, je retire Kazo. Ok. Non, les gars, C'est dur ce que tu nous fais. Hein. c'est dur ce que tu nous fais. Demande qui a gagné les grands chelems. Tu Non, j'ai pas. tentes pas? Vas-y, Marvin, pour confirmer. Il y avait Müller. Voilà. Muller, Alexandre Muller qui remporte. Tu as peut-être les autres. Tu veux tenter? C'est cette année Darderi? Non. Non, c'est l'année d'avant. Il y a un Italien par contre, un autre Italien. Koboli? Ouais. À Hambourg? Bah, le premier c'est Bucarest. Ah Après, ouais, il prend Hambourg. il part après il prend Hambourg. C'est ça. Après, c'est vrai que là, deux têtes, tout sortir, je te l'accorde. Et alors il en c'est pas manque, simple. il en manque 2. C'était peut-être Il en manque deux? Ouais. Enfin, deux têtes rapidement. Là, je Gabriel sais pas. Diallo Diallo. Oh, non, je l'avais pas Ah, dit. bon, Réel, on Dupuis, en a pas Paul parlé Dupuis. d'ailleurs. Ouais. et Brooksby à bah. Houston. Oh, Brooksby. Oh, allez, oublié. Les deux là, je les avais complètement oubliés. Je Ok. les aurais pas eu. Bon, j'ai quand même l'impression que Marvin est en train de mener le quiz. Non, si je c'est peux me permettre. serré. C'est serré. Ouais, c'est serré. C'est peut-être. vraiment serré. Ok. Question un peu rapidité. Ou alors connaissance. Ça va être celui qui se rapproche le plus. Je lui accorde le point. Combien de points sépare Yannick Sinner de Alexander Zverev au classement ATP? 6360. Très précis. Hein. Il a tellement le chiffre exact. Non, c'est pas ça. 6000. Attends. 6700. Bon, c'est quoi, c'est pas grave. T'étais le plus proche. T'as dit 6360. Ouais. C'était 3600. Non, 6340, pardon. Ah, Donc à 20 points près. Toi, t'étais à 400 points près. Toi, t'as pas compris le truc. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais bien joué en tout cas. Mais il est fou. Après, si on change de présentateur pour la prochaine, vous comprendrez parce qu'il va y avoir des Juste petits problèmes. apprends un peu. Révise un peu Mais ta lui, il saison, est quand fou, ce mec. Non, mais on va se régler. même. En fait, le truc, c'est que je me suis dit, ça, c'était des questions
assez simple. Là, j'ai fait une question un peu de ouf en vrai. Non, mais après, ça dépend. Vas-y, frérot, on va tes questions. Ok. ça pose pas. Proche. Je suis- Mais de toute façon, début d'émission, je dis, je vais me faire éteindre. Vas-y, éteins-moi. Ok, parmi le top 20 ATP, c'était moi les 3 joueurs qui ont pris le plus de place au classement par rapport à leur classement du début de saison. Bah, Félix, Félix. j'ai Ça réussi. fait quoi, de la rapidité ou du. Rapidité. Vous me dites le premier qui me donne les Félix, 3 je noms. pense, c'est possible. Après, je dirais Mensik et Davidovich Fokina. T'as dit top 20? Ils sont top 20. Top 1. Non, je posais la question. Est-ce que tu as les places ou alors t'as le nombre de places gagnées ou à peu près ou... Mensik, je crois qu'il fait 48-19. En tout cas, Mensik prend 29 places par rapport à 2020. Donc 48. Et Davidovich Fokina, je me souviens pas combien il était. Si, il prend 40, quelque chose comme ça, non? Fokina, Une 40. dinguerie. Je te donne un point bonus si tu me donnes le bon chiffre. T'es pas loin Je du pense, tout. je pense qu'il prend genre 43. Un peu plus. 48, C'est moi. 47. Allez, yo. Putain, bravo. 47 places pour Davidovich Fokina. Et Ogier Hassim prend 24, je crois. C'est ça, exactement. C'est pas mal, Marvin. Tu mènes que 4 ou 5-0. Donc c'est. Bon, t'as un point bonus, 4. Ah ouais, 5-1. Mais j'ai dit Regarde Félix. son point là, regarde. Oui, mais j'ai donné les 3. Ouais, ça. T'en as les deux. Pété. Alors, on va parler WTA. Là, t'as On intérêt. commence pas, t'as vas-y, intérêt. pose la Balance question. les gros. questions, Quelle est la plus jeune vainqueur d'un tournoi WTA cette saison? Si vous me donnez l'âge Bah, et la date de naissance, celui qui s'en rapproche le plus, il a un point Sa bonus. carte d'identité aussi. c'est tout. Pour moi, c'est Mira. Bah, c'est 17 ans. Andreeva, ouais, 17 ans. Et non. Alors, c'est. Alors, c'est une autre 2007. Andreeva, je crois, il est né en février ou avril ou début d'année. Dans ce Non, cas-là- avril, je crois, ou un truc comme ça. Jovic. Dans ce cas-là, c'est Un peu Maya ça. Joint. Ah, Maïdjoun. Non, Jovic. Jovic. Allez Jovic. Ah oui 6 décembre 2007. Bien joué. Let's bien joué. go. Bien joué. Vraiment pas loin d'être une Elle 2000. était plus jeune que Andreeva. Ouais, exactement. Et il y a une autre. Les gars, ça Valentinova. part de là, ça part de là. Valentova. Valentova, pardon. Teresa Valentova. Valentova qui était j'avais une 2007 hésité. aussi. Hein. Valentova n'a pas gagné de titre. Si. Si, Valentova a gagné 2 titres, il me semble. Bon, c'est peut-être des 125 Les gars, aussi. WTA, Ah, c'est ils sont mon 25, terrain. ça compte pas. Bah, ça compte dans les titres WTA en tout cas. Ça compte pas. Je En tout prends cas, un peu de c'était crédibilité les parce 3 que- 2007 qui remportent des titres. C'est quoi les 3 2007 Jovic, Valentova Andreeva. et Andreeva. Valentova. Putain, Valentova n'a pas gagné de titre pour moi. Bah, pas de. 125, c'est les challengers. 125, c'est Ouais, challenger. mais- Pas sur le circuit principal. Après, peut-être que. Je crois qu'elle fait une finale en 150. Je sais pas si elle la gagne. Ok. Non, non, elle On a peut pas un- tout savoir, ok. C'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, bon, je t'accorde le point quand même parce que t'as trop Jovic, tu vois. Merci. Oui, Bravo. bravo. Je l'avais zappé. On a parlé de Carlos Alcaraz et Yannick Sinner en finale de Roland Garros. Est-ce que vous vous rappelez du score exact de la finale? Le premier qui me le donne, il tape sur la table. En fait, j'ai pas les 2 premiers sets. Et point bonus si vous avez l'heure. Enfin, le temps du match. Premier set 6-4. Ah, tape sur la table. Mais ok. Allez, donne-moi ton score. 6-4. Pour. Et c'est Sinner les 2 premiers Sinner. sets. Ok, 6-4, vas-y. 6-3. Non. Oh punaise. Ça passe à toi, Patrick. Patrick, moi, enchanté. 6-4, 6-2. Et non. Et 6-4, 6-4. Non. Mais c'est pas possible. 6-4, 7-5. Non. 6-4, 6-1. Hein 6-4, 6-1. Non. 6-4, 7-6. Oui, ensuite. Vamos. Il y a un tie-break au deuxième. Je me rappelais même plus. Ouais, moi, je m'en rappelle. 6-4, 6-4, 7-6 pour 6-4, Sinner. 7-6. Ensuite. 7-6 pour. Non, ça tourne à Marvin tout de suite. On a dit 6-4 pour 6-4 7-6 pour Sinner. Ensuite, Je pensais qu'il y avait un tie-break moi aussi. Ouais, moi aussi. 7-5. Non. Mais c'est pas possible. Bah, 6-4 pour Alcaraz. oui, Ensuite, 7-6 oui. pour Alcaraz et 7-6. Est-ce que t'as le score du tie-break, Du super taille, du super tie-break? c'est 10-2. Est-ce que t'as l'heure le temps de 5h37, non 5h29. 29. Ouais, j'accorde quand même le Je gagne point. les points, c'est moi qui J'accorde le gagne. point au Sinner, parce que franchement, il a tout dit, donc bravo. Bien joué. Vamos. Là, je- Question rapidité, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Qui est le français, qui a passé la barre des 30 victoires cette saison? Moutet. Monté. Marvin. Et enfin, Tête plus vite, tête plus vite. on parle. Dernière question. Attention, à tout peut se jouer. C'est la dernière question. Enfin, un peu suspense là, Jean-Pierre Foucault. On parle beaucoup de Louise Boisson, sa demi-finale à Roland Garros, mais combien elle a de victoires cette saison, Louise Boisson? Celui qui s'en rapproche le plus marque le point. C'est dur parce que comme on a vu avec WTA, il compte aussi les. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est derrière Jacquemot par rapport au WTA où Jacquemot avait 47 victoires. 33. Moi, j'ai dit 37. Marvin, Il était Oh, sûr de c'est lui. dur. C'est combien 30 victoires. 30 victoires 30 victoires. Bah écoute, je suis heureux de dire que Marvin est le premier gagnant du quiz de l'émission Univers Bravo. Tennis. Univers Tennis Show, premier vainqueur de quiz.
Marvin. Bah, tu fais respecter quand même, t'es chez toi, t'es à domicile. On peut jouer. C'est la moindre des choses. Bon, quand même bien joué, Patrick, t'as quand même marqué des points. C'était Heureusement, pas- je me suis bien rattrapé sur la fin parce que sinon. C'était pas évident. Un Ça peu aurait été le super catastrophique. tie-break de Roland Garros, Carlos Et Alcaraz. la WTA aussi, ça m'a sauvé aussi. Non, c'était plus pour le scénario. Quand tu t'es fait démarrer au début, t'as marqué 2 points. Et Ah, tu comme t'es les fait Super terminer. Tie-Break, oui, bien C'est sûr. En gros, je laisse marquer des points. Ouais, et bah c'est terminé. C'est terminé. Bravo. Bravo à tous, vous avez été super. Bah, Merci. merci à toi. Merci à Bah, toi. merci aussi à vous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos retours en commentaire pour savoir s'il y a des trucs à améliorer. Et n'hésitez pas surtout à nous dire si une émission sur une preview de la saison 2026 vous plairait. Voilà, Ouais. parce que on pourrait se chauffer. Ouais, Ah, on fait, nous. En mode pronostic. En mode pronostic. top nos- 10, etc. Avec plaisir. Donc dites-nous si ça vous plairait. Et puis bah on se retrouve très vite pour une prochaine. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut.